On est aujourd'hui le premier jour du printemps, c'est le moment ou jamais d'envisager une petite détox. Après cet hiver voilà, où on a mangé un peu riche, on a mangé un peu de crème, on a mangé un peu de beurre, etc. Le foie a un peu souffert. Donc on va faire quelques petits exercices comme ça, le matin, aller marcher pieds nus dans l'herbe en buvant une eau chaude. Voilà, des petites choses comme ça pour essayer de redynamiser notre corps, reprendre un peu l'exercice et les exercices de plein air, même si la météo, voilà, depuis 3-4 jours nous y invite, ce n'était pas obligatoirement le cas quelques jours avant. Réduire un peu tout ce qui est laitage, céréales saturées, etc. Et puis renforcer notre alimentation en un certain nombre d'aliments, notamment tout ce qui est aliments soufrés, c'est-à-dire la famille des brassicacées, des choux, hein, les radis, la roquette, etc. Là, il y en a dans les jardins, on commence à en voir un peu partout. Donc c'est le moment jamais de rentrer ça dans son alimentation. Et puis pour compléter après avec des plantes du moment, je vous invite de temps en temps là, à vous faire une petite tisane avec du romarin, tout simplement. C'est une très bonne plante pour soutenir le foie, voilà, qu'on a un peu malmené pendant tout l'hiver. Donc voilà, une petite branche de romarin dans de l'eau chaude. Vous buvez ça tranquillement dans la journée, c'est impeccable. En ce moment, et c'est le moment où jamais, ceux qui ont un jardin avec des bouleaux, c'est d'aller récolter un peu de sève de bouleau. C'est tout simple à récolter, un petit trou dans le tronc avec un fourré de 6, une paille, hop, raccroché à une bouteille, et vous récupérez. Je peux vous dire qu'en ce moment, ça coule à plein pot. Donc c'est le moment jamais, vous buvez ça un ou deux verres comme ça par jour, ça dépend, vous verrez. Certains, c'est très efficace. Moi, il ne faut pas que j'en boive trop. Chez d'autres, on peut se permettre d'en boire un petit peu plus. Et puis, il y a plein de petites plantes en ce moment qui sont sympas, comme tout, à consommer au printemps. Évidemment, il y a le pissenlit. Voilà, c'est une très bonne plante aussi en soutien au foie et un diurétique, comme son nom l'indique. Hein, pissenlit, on se doute de son effet. Donc, voilà, les salades de pissenlit, éventuellement un peu de racine en décoction. Alors, c'est un peu amer, la racine de pissenlit, donc peut-être pas le plus sympa, mais au moins les salades. Pour ceux qui ont accès à une forêt, en ce moment aussi, on en voit beaucoup en forêt des avis, dans nos jardins ou dans nos espaces verts. Faites attention néanmoins à l'endroit où vous les cueillez, n'allez pas les cueillir le long d'une route ou sur un endroit où il y a beaucoup de chiens errants. Voilà, l'ail des ours, ceux qui sont sur Rouen, sur le coteau à Aurival ou en montant sur Grand Couronne, en montant au château de Robert-le-Diacre, il y en a plein. En forêt des Avis, il y en a partout. En vallée, là, sur les coteaux du côté de Villequier, il y en a aussi beaucoup, etc. Voilà. Vous pouvez assez facilement en trouver. On ne peut pas se tromper, ça ressemble au muguet, mais ça a vraiment une odeur d'ail. Voilà, c'est juste un petit propos comme ça, 3-4 plantes, et on vous fera ça à chaque saison. Bonsoir à tous. Alors je ne vais pas rappeler effectivement qui est le réseau de la frugalité, puisque vous l'avez extrêmement bien fait. On est très heureux de vous avoir parmi nous ce soir. On salue à l'occasion, évidemment, le Hangar Zéro pour son accueil chaleureux. Moi, j'ai la chance de régulièrement venir au Hangar Zéro pour y déjeuner, pour y boire un café, pour voir les évolutions aussi du chantier, qui est un lieu quand même qui bouge et qui se métamorphose de saison en saison. Donc, bravo à toute l'équipe qui est dans cette salle, ceux qui sont derrière, qui se cachent, ceux qui prennent l'apéro, ceux qui sont là-haut et qui bossent. Voilà. Bravo à tous, parce que ce lieu est un lieu emblématique des transitions et il faut s'en féliciter. Et donc, on a l'un et l'autre, hein, tous les 5, cette belle mission. Alors, tous les 5 et Camille, qui est pas loin. Camille, qui est où? Qui est là, derrière, merci. Avec Camille, qui nous rejoindra tout à l'heure aussi. On a cette belle mission pendant 1h30, 2 heures, de vous parler du thème de l'eau, mais aussi du thème de l'eau à travers la question de l'aménagement du territoire. Le site ici présent, le site du Havre, n'est pas un site comparable aux autres, c'est un site particulièrement regardé, observé, qui est un lieu en France qui doit s'interroger, puisque le changement climatique aura forcément un effet sur l'aménagement et l'urbanisme de ce lieu. Et donc, avec la présence de nos experts, on va pouvoir s'interroger sur l'avenir des territoires qui sont soit traversés, soit bordés par un fleuve, qu'il s'agisse de la Seine ou d'autres fleuves côtiers.
Donc je le rappelle, à nos côtés, donc je commence par les dames, puisque je trouve que dans les grandes conférences actuellement, on voit énormément d'hommes, de grands blancs mâles dominants. Et je suis très heureuse d'abord de présenter Karima Aga. Donc vous êtes urbaniste et directrice du développement au sein de l'agence Terre. On aura l'occasion de tout à l'heure présenter votre agence. Yannick Bourville, vous êtes vous-même architecte au sein de l'agence BMC2. Vous venez aujourd'hui de Paris. Vous êtes enseignant à l'ENSA Paris-La Villette, chercheur en prospective urbaine. On aura aussi le temps de s'attarder, de s'arrêter sur ce terme de prospective urbaine. Et vous êtes également architecte conseil de l'État auprès du département de la Manche. Territoire voisin, j'entends des oh, ah, des soutiens à la Manche. Cédric Fisson, chargé de mission qualité de l'eau et transfert des connaissances au sein du groupement d'intérêt public Seine-Aval. On a aussi le plaisir de vous accueillir très régulièrement au Havre pour parler de ces sujets, ainsi que François. Donc François Guillaume, tu es toi-même adhérent du hangar, tu es artiste, photographe, créateur de la Seine-Vagabonde, d'ailleurs dont vous pouvez voir des portraits à différents endroits dans cette salle, et il se trouve que vous avez un point commun, puisque pendant toute ta carrière, tu as été aussi architecte, donc vous aurez l'occasion d'en parler ensemble. Et je disais tout à l'heure, Camille Simon, qui est chargée de projet auprès du Conservatoire du Littoral, qui viendra tout à l'heure nous parler aussi des projets dans le territoire de Bassane, un peu plus au nord, et donc on pourra faire une belle conclusion à vos côtés. Alors, avant de vous céder la parole aux uns et aux autres, je voudrais prendre une petite minute pour vous rappeler ce chiffre de 1,7 degré. 1,7 degré, c'est, il semblerait, le niveau de température et d'élévation de la température que la France a déjà subi au jour d'aujourd'hui par rapport à l'ère pré-industrielle, puisque certains d'entre vous le savent, le réchauffement climatique n'est pas égal et n'est pas homogène sur tous les endroits, dans tous les pays, dans tous les lieux. Et en France, nous avons visiblement déjà pris 1,7 degré. Donc cette limite des 2 degrés fixée par l'accord de Paris, malheureusement, se rapproche chaleureusement, mais de manière très inquiétante. Et si rien ne se passe, si nous ne réagissons pas, ce réchauffement pourrait être de l'ordre de 2,7 degrés d'ici 2050 et peut-être même 4 degrés d'ici la fin de ce siècle. Autant vous dire qu'un monde à plus 4 degrés, c'est un monde que nous ne connaissons pas et dont nous ne pouvons pas pleinement comprendre les tenants et les aboutissants. La question de l'eau, elle est partout, et vous allez pouvoir nous l'expliquer chacun dans vos différentes composantes et différentes disciplines. L'eau, elle manque en Espagne actuellement. Malheureusement, elle est trop présente dans les Hauts-de-France. On a vu ici même la Seine déborder plusieurs fois ces dernières semaines. Alors on sait que la Seine déborde, elle a cette habitude, mais elle commence à déborder souvent, longtemps. On a parlé aussi d'événements cette dernière décennie assez dramatiques, je pense, en parlant de cela, aux événements dramatiques en vallée de la Vésubie et en vallée de la Roya, qui ont été des événements dramatiques pour les populations qui s'y trouvent, et encore une fois assez peu prévus, assez peu imaginés. Et donc aujourd'hui, on voit fleurir un peu partout, notamment dans la bouche d'experts que vous êtes, mais aussi dans des bouches plutôt de nature politique, du terme d'urbanisme résilient. Et est-ce que finalement ce terme, nous le comprenons? Est-ce que nous le maîtrisons? Est-ce que chaque individu qui utilise le terme d'urbanisme résilient a la même définition de ce terme de résilience? Pour résumer, l'eau va être de plus en plus présente ici et de plus en plus absente là. Alors que devons-nous faire ensemble? Devons-nous rester ou fuir? Devons-nous nous adapter ou au contraire subir? Devons-nous laisser l'eau rentrer dans les territoires? Ou au contraire, devons-nous nous cacher derrière d'immenses forteresses? Et donc c'est avec nos 4 invités, nos 5 invités, qu'on va avoir l'occasion de pouvoir faire le tour de cette question. Cédric, on va commencer avec toi, si tu le veux bien. Donc Cédric, groupement d'intérêt public Seine-Aval. Ici au Havre, on parle beaucoup de la question de l'adaptation au changement climatique et donc à l'évolution possible de la forme, de la morphologie de l'estuaire de Seine, puisqu'ici il est partout présent. Au sein du GIPSA, on travaille depuis quelques années déjà sur de la modélisation pour essayer de comprendre et d'éclairer la décision politique sur les effets possibles du changement climatique. Est-ce que tu pourrais d'abord, dans un premier temps, nous parler du groupement d'intérêt public pour qu'on puisse bien comprendre et cerner tous les métiers qui sont les vôtres, et aussi d'abord, avant de parler de climat, nous parler des grandes pollutions qui ont touché la Seine, avant de parler du changement climatique et voir de quelle manière elles nous ont obligés déjà par le passé à nous adapter. Merci Marie. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et me permettre
de vous présenter, de vous parler un peu de l'estuaire de Seine dans ce joli lieu. J'ai fait un bout de mes études au Havre, on n'avait pas ça quand j'étais étudiant, ça aurait été bien. Donc pour présenter le groupement d'intérêt public auquel j'appartiens, c'est une structure un petit peu particulière. Pour faire simple, en fait, on est une structure qui est à l'interface du monde de la gestion, donc du monde des acteurs de l'eau. Donc derrière ce monde de la gestion, je mets autant la région, les départements, un organisme comme l'Agence de l'eau Seine-Normandie, AROPA, les métropoles, les départements, donc un peu ces acteurs publics, on va dire, qui ont des gestions, des politiques, des aménagements à mener sur l'estuaire de Seine. Et on fait l'interface entre ce monde-là, qui se pose des questions sur le fonctionnement environnemental, le fonctionnement écologique. Alors, on va parler de changement climatique, on va parler de pollution plastique, on va parler d'inondation, on va parler de migration de poissons, on va parler de restauration écologique, voilà, pour vous donner quelques mots-clés. Donc, on recueille un peu ces questions que les gestionnaires se posent, on transforme ça en questionnement scientifique, et derrière, on pilote des projets, des études, avec des équipes scientifiques, universitaires ou de grands organismes de recherche, comme l'INRAE, comme l'IFREMER, le CNRS, pour faire en sorte que les scientifiques travaillent sur des choses ou sur des questions qui sont prégnantes dans la gestion actuelle du territoire. Le scientifique qui va bosser sur l'arrière-patte droite d'une petite bestiole, donc qui n'intéresse pas grand monde, c'est pas forcément ça qui va nous intéresser. Donc d'aller vraiment sur des thématiques ou des questions qui questionnent, qui interrogent, et aussi, surtout, de faire en sorte que ces connaissances scientifiques soient capitalisées, soient croisées et soient transférées, transmises à l'oreille du décideur. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment de faire cette interface entre le monde de la recherche scientifique et le monde de la gestion et des acteurs de l'eau. Notre territoire d'action, c'est l'estuaire de la Seine. Alors pour au Havre, il faut que je précise, parce que l'estuaire, c'est pas que chez vous. Ça remonte jusqu'au barrage de Pose à l'amont de Rouen. Du coup, la définition scientifique de l'estuaire, c'est toute la zone où on ressent la marée. Et donc la marée de la baie de Seine se propage dans la Seine, donc à l'embouchure, et on voit son effet, donc avec des courants qui vont tantôt vers l'amont, tantôt vers l'aval, avec des marées hautes, des marées basses. Un phénomène qu'on voit jusqu'au barrage de Pose, donc 170 km à l'amont de l'embouchure. Donc notre territoire de jeu, en quelque sorte, ça va être cette partie estuarienne, et on va documenter son fonctionnement environnemental, comment se déplace l'eau, comment se déplacent les sédiments, les problématiques d'inondation, les problématiques de restauration écologique, le corridor biologique, les problématiques de qualité de l'eau. Donc toutes ces thématiques-là sur ce territoire-là. Globalement pour la structure, et moi au sein de cette structure, donc je suis plutôt en charge de piloter tous les projets qui ont un lien avec la qualité de l'eau, donc tout ce qui va être contamination chimique, contamination au plastique, impact de cette pollution sur les organismes aquatiques, que ce soit sur les petites crevettes, sur les vers, sur les poissons, voire sur les oiseaux, et comment est-ce qu'on suit cette qualité de l'eau et l'effet de cette contamination. Donc du coup, c'était un peu l'occasion de revenir sur allez, on va faire sur 100 ans à peu près d'évolution de la Seine, pour montrer, c'est un peu le fil conducteur, que la Seine qu'on connaît aujourd'hui, elle est complètement différente de celle qui existait il y a 100 ans, il y a 150 ans, il y a 200 ans, et elle est différente de celle qu'on connaîtra dans 50, dans 100 ans et dans 200 ans. Et ces différences, ou cette évolution de l'estuaire, c'est lié à son évolution naturelle, aujourd'hui sous forçage climatique, et c'est aussi lié à l'aménagement qu'on en fait, à la gestion qu'on en fait et aux priorités de gestion qu'on se donne. Juste pour vous montrer une image marquante, il y a 200 ans, l'autoroute par laquelle vous êtes arrivé si vous êtes venu en voiture quand vous venez au Havre, là on était encore dans la Seine. La Seine venait lécher jusqu'aux falaises qu'on voit sur la droite quand vous venez au Havre. Pour vous montrer un petit peu l'évolution qu'il y a pu avoir en 200 ans. Donc, si on se projette dans 200 ans, peut-être que ça reviendra de là ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas, on sera dans un système qui sera complètement différent. Pour l'histoire de la qualité de l'eau, je vais faire rapide. En gros, début 20e, on va commencer là, on avait déjà des pollutions en Seine, on avait déjà des rejets industriels, des rejets des villes, également, mais on avait un système qui était encore capable de digérer cette pollution qui était apportée à la Seine. On avait encore des usages ludiques, on avait de la baignade, c'est des
politiques sont arrivés trop tard, en fait. Ils pouvaient se baigner il y a 100 ans. Donc on pouvait se baigner en Seine, on pouvait avoir des usages ludiques, on pouvait pêcher beaucoup de poissons migrateurs. Il y avait beaucoup de familles qui vivaient de la pêche, à la Mont de Rouen, à Laval aussi. On avait déjà de la navigation aussi, et d'un point de vue qualité de l'eau, un milieu qui fonctionnait globalement à peu près bien. Après la Seconde Guerre mondiale, donc intensification de l'industrialisation, de l'urbanisation, changement de mode de culture, enfin, je ne vous refais pas cette histoire, mais avec des rejets polluants beaucoup plus importants en Seine, et là on arrive dans ce qu'on appelle les décennies noires pour l'estuaire de la Seine, donc entre les années 50 jusqu'aux années 70-80. Donc c'était l'époque où il n'y avait aucune conscience écologique d'un point de vue soit des villes, des industriels également, et c'était l'époque des phosphogypes, donc des rejets, d'une espèce de résidus d'engrais qui avaient beaucoup de métaux, qui étaient un peu radioactifs aussi, donc on rejetait ça en Seine par exemple. Après on a arrêté, on a rejeté ça en baie de Seine. Et là ça stérilisait les fonds marins, donc après on a mis ça dans les boucles de Seine, et ils y sont encore. Donc c'est phosphogypes. C'était à l'époque où là, au Havre, il y avait des rejets acides, où il y avait un gros émissaire, et pour ceux à qui ça parle, voilà, des rejets acides de pH entre 1 et 2. Donc voilà, les poissons, ils n'aimaient pas trop non plus, donc on a fait des grosses zones de stockage pour envoyer les effluents que quand la marée descendait, et diluer un petit peu ça. Donc on était là-dessus sur cette époque-là. On avait des épisodes de mousse, par exemple, au barrage de Pose. On avait jusqu'à 2 mètres de mousse parce que l'eau, ça brassait un peu, il y avait pas mal de détergents dedans. On avait, dès qu'il faisait chaud, il n'y avait plus d'oxygène. Donc le peu de poissons qui restaient en Seine survivaient pas à l'été. Donc voilà, on était là-dedans. Donc l'image négative qu'on a de la Seine date de ces époques-là. Fin des années 70, et c'est là où ça devient intéressant, il y a eu une prise des consciences de la part des politiques, des industriels, des citoyens également, des politiques, comme quoi ça ne pouvait pas durer, que la Seine, voilà, il fallait faire quelque chose quand même, c'était pas sérieux, cet égout qui traversait les différentes régions. Et il y a eu des gros moyens, des gros objectifs, des gros aménagements qui ont été mis en œuvre pour avoir un premier assainissement de la Seine et redonner de l'oxygène à la Seine. Donc c'est là, on a construit pas mal de stations d'épuration, on a changé des process industriels, il y a pas mal d'usines qui ont fermé aussi. Donc, pas mal de choses qui ont changé, et à partir des années 80, on a eu une reconquête de cette qualité de l'eau de la Seine, et quand on regarde toutes les analyses qu'on a pu faire, on voit à partir des années 80, les flux de métaux qui baissent, les flux de HAP qui baissent, de PCB, l'oxygénation qui revient, et donc du coup une qualité de l'eau qui s'améliore. Elle s'est améliorée jusque globalement dans les années 2000, où l'écosystème a commencé aussi à répondre à cette amélioration-là. Je vous disais, on avait quasiment plus de poissons en Seine, mais les poissons migrateurs sont revenus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des aloses qui passent, on a des truites de mer, on a des saumons. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a 30 ans, il y a 40 ans, il n'y en avait pas. Donc on est quand même sur un signal plutôt positif d'un point de vue de qualité de l'eau, de cette amélioration. Aujourd'hui, depuis les années 2000, on stagne globalement. On a du mal à encore gagner un cran de qualité de la Seine, surtout si on veut aller faire des usages un peu plus ludiques, voilà, de type baignade notamment, ou d'usage nautique sur la Seine. Donc on peine à continuer à améliorer ça. Avec plusieurs axes de travail, il y a cet héritage de pollution historique qui a été émise dans les années 50, 60, 70, qui est encore présente en Seine, en profondeur dans des vasières, et quand il y a une tempête, quand il y a une crue, c'est des sédiments qui peuvent être remobilisés, et nos contaminants qui ont été émis il y a 40 ans peuvent se retrouver encore aujourd'hui en Seine. Il y a des accidents aussi qui peuvent amener des pulses de contaminants. Il y a des stations qui débordent aussi quand il pleut trop. Donc on a encore pas mal d'apports diffus, historiques, actuels, sur lesquels on travaille pour continuer cette reconquête de la qualité de l'eau. Aujourd'hui, et j'en finirai là pour cet aspect-là, ce changement de paradigme qu'on a eu sur la qualité de l'eau, et qui, même s'il y a encore plein de choses à faire, on est bien d'accord, mais qui s'est largement amélioré en 30 ou 40 ans du fait d'une prise de conscience, du fait d'aménagement, de beaucoup de choses qui ont été faites, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on doit mener sur les habitats naturels. L'estuaire de la Seine a été largement endigué, largement aménagé. Pour donner juste un chiffre, la surface en eau de la Seine a été divisée par 2 depuis le 19e. On a une Seine 2 fois plus petite. Les zones intertidales, qui sont les vasières où se nourrissent les poissons, les oiseaux, c'est là où il y a toute la richesse écologique de la Seine, elles ont été divisées par 5. Donc on a un estuaire très corseté qui a été réduit à quasiment un peau de chagrin. Et aujourd'hui, si on veut redonner de la place à l'écologie, de façon générale à la Seine, elle a besoin de ces espaces naturels, elle a besoin que l'imageur soit connecté au limineur.
Et l'effort ou la prise de conscience et le travail qui a été fait sur la qualité de l'eau il y a 40 ans, c'est un peu aujourd'hui le travail qu'on a à mener sur les habitats naturels pour avoir un fonctionnement de l'écosystème un peu plus résilient et un peu plus efficace. Et c'est d'autant plus prégnant et d'autant plus important, voilà, on en parlera tout à l'heure, si on rajoute une couche de changement climatique sur les pressions qui sont déjà exercées sur l'estuaire, on est dans un système voilà, qui est un peu sous perfusion, qui s'essouffle et qui ne prend pas une direction où on va lui redonner de l'air. Mais on l'a déjà fait sur la qualité de l'eau, donc voilà, je suis un peu positif quand même. Donc pourquoi pas sur cet aspect-là aussi. Merci beaucoup Cédric. Alors cet exemple, on aime bien le citer parce qu'on l'a fait il y a quelques mois dans d'autres événements, parce que évidemment on ne peut pas comparer une pollution très locale en vallée de Seine par rapport à une question globale telle que le changement climatique. Néanmoins, ceci est tout de même la preuve que lorsque des individus ont décidé de mettre les moyens qui vont bien pour pouvoir résoudre un problème, en quelques décennies, ils arrivent quand même à changer la donne. Cette histoire des pollutions industrielles en Seine en est quand même un très très bel exemple. On s'est donc promis évidemment de faire un focus sur le changement climatique, puisqu'ici on est particulièrement concerné. Il y a d'ailleurs tout un tas d'études qui sont en cours sur la vallée de Seine, sur l'estuaire du Havre, de Seine, pour comprendre aussi de quelle manière déjà le territoire est vulnérable, quel est son niveau d'exposition et comment le profil du territoire pourrait changer. Qu'est-ce qu'on risque de manière très concrète ici en baie de Seine et à quelle échéance à peu près? Le changement climatique, on le voit déjà. Hein. On a déjà une élévation du niveau marin. On a des mesures notamment au Havre, par exemple. Donc, le niveau monte déjà et ça va continuer. Hein. Les projections à 2100, en gros, on est entre 60 cm, 1 mètre selon les scénarios qu'on a. Mais voilà, on est sur plusieurs dizaines de centimètres jusqu'à 1 mètre. Donc on est sur quelque chose qui est quand même significatif. La température de l'eau, que ce soit en Seine, à Paris, que ce soit dans l'estuaire, que ce soit en baie de Seine, on voit déjà qu'elle a augmenté depuis un siècle. Ce qui peut poser problème sur certains organismes aquatiques qui ont des eaux un peu plus fraîches ou qui pour leur migration, c'est les seuils de température que ça peut déclencher. Ça pose problème pour ces espèces-là. Que ce soit sur les températures hautes ou sur les températures basses. On a des poissons qui attendent des coups de froid pour déclencher leur reproduction, par exemple. Et si on n'a pas ce coup de froid-là, la reproduction du poisson, ça devient plus compliqué. Donc cette augmentation de température, on la voit. On a des diminutions de pH aussi qu'on voit par exemple en baie de Seine, et ça pose problème sur les coquilles des bivalves, par exemple, sur les communautés de plancton, donc, qui sont un peu la base de la chaîne alimentaire qu'on peut avoir. C'est pas les mêmes communautés qui vont se développer selon ces différentes caractéristiques. Et on a aussi du coup le débit de la Seine, donc les apports qui viennent de l'amont, qui sont plutôt également à la baisse en estuaire de Seine. On a ces forçages-là, donc climatiques, qui sont un peu globaux, qu'il faut croiser du coup avec l'aménagement de la Seine. Quand je vous parlais des surfaces en eau, des surfaces intertilales, etc., qui sont réduites, de digues qui sont construits, de pose à la mer, les 3/4 des berges sont en dur, par exemple. Donc on n'a qu'un quart de berges à peu près naturelles, plutôt à l'amont. On a supprimé 80% des îles de la Seine, pour vous donner quelques chiffres, mais pour dire qu'en Seine, on n'est pas dans un écosystème, on est dans ce qu'on appelle un anthropo-écosystème, donc un écosystème transformé, géré aujourd'hui par l'homme, c'est un fait, auquel on doit s'adapter, auquel on doit se confronter parfois aussi. Hein. Et le changement climatique est une des pressions ou un des leviers qui détermine le fonctionnement de la Seine. En tout cas, c'est prégnant sur au moins un élément, et celui-ci est intéressant, quand on parle d'inondation notamment. Donc la Seine, ça déborde régulièrement parce que dès qu'il y a des débits de Seine qui sont un peu forts, un coef de marée qui est un peu fort ou une tempête qui va pousser la masse d'eau, on va avoir des débordements plus ou moins importants selon le secteur de l'estuaire. Quand on a des crues, on va plutôt déborder à l'amont, quand on a des tempêtes, plutôt à l'aval. Donc ça va pas trop bouger. Ça va continuer à avoir ce phénomène-là. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, on a un niveau moyen de la Seine, on va dire qu'on est à ce niveau-là. Si dans 30 ans, on est à ce niveau-là, et on a la Seine, il me manque une troisième main, qui déborde, par exemple, quand on est ici, aujourd'hui, il faut quand même une grosse crue ou une crue moyenne avec un gros coef de marée pour que la Seine déborde. Mais si on part d'un niveau moyen qui est plus haut, une petite crue ou une crue sur un coef marin classique, mais ça suffira pour déborder. Donc tous les petits débordements, toutes les crues qu'on a tous les ans, tous les 2 ans, comme on a vu là sur les quais à Rouen, il y a la semaine dernière où ça a débordé à toutes les marées hautes pendant 4-5 jours,
Là, on était sur des gros coefs de marée. On aura ça sur des coefs de marée plus faibles. Et quand on aura les gros coefs de marée, ça montera plus haut. Donc on est sur une problématique inondation où on va avoir des inondations récurrentes, pas forcément très graves, mais de manière beaucoup plus importante, beaucoup plus fréquente. Et forcément, quand ça sera l'équivalent des grosses inondations d'aujourd'hui, elles seront encore plus importantes. Alors on a des modèles qui permettent de voir, selon les facteurs, où est-ce qu'on est plutôt susceptible de déborder, donc ce genre de choses-là. Donc ça, c'est des choses vraiment à intégrer dans les aménagements d'aujourd'hui, pour ne pas être démunis dans 20, 30, 40 ou 50 ans. Quelque chose de très important, ça. Et on travaille aussi sur des mesures d'atténuation, d'adaptation, enfin on les appelle comme on veut. En gros, on teste des choses où on se dit que la Seine, elle a besoin d'espace pour l'écologie, mais ça peut aussi servir en cas d'inondation. En gros, c'est le système le fonctionnement des zones d'expansion de crues, donc là, adapté à l'histoire, donc zone d'expansion des eaux, en se disant que la Seine, quand elle monte, si on lui donne plus d'espace latéral, plus d'espace pour s'étaler, du coup, l'eau monte moins. Et en se disant, il y a des zones où il y a peut-être moins d'enjeux, donc si on laisse la Seine aller dans ces zones-là, ça peut réduire l'ADA dans les zones où il y a plus d'enjeux. On avait fait quelque chose d'un petit peu pour quantifier un petit peu ça, donc c'est un exercice un peu théorique, qui vaut ce qu'il vaut, mais on avait modélisé une inondation dans l'estuaire au niveau dans les zones de Côte-Bec, par exemple, et on avait enlevé sur notre modèle tous les petits murets anti-inondation. Vous voyez, quand vous passez en bord de Seine avec une espèce de petites murettes, on les avait toutes enlevées dans notre modèle, et on avait vu qu'on avait 17% de surface en eau, enfin de surface inondée en plus que quand on laissait les murets. C'est logique, si on abaisse, forcément ça inonde à plus d'endroits. Par contre, c'était des zones où il n'y avait pas forcément énormément d'enjeux, et ce qui était intéressant, c'est que ça baissait le niveau d'eau à Rouen, par exemple, dans la boucle de Rouen, où il y a pas mal d'enjeux, ça baissait de l'ordre de 23 cm, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc c'est quelque chose quand même d'important quand on parle d'inondation, on est sur plus de 20 cm. Surtout quand on voit que les zones... Ah bah oui, j'ai pas eu qu'il y ait ça. Les zones qui sont importantes, où ça déborde, on a par exemple Port-Jérôme, zone industrielle ici, les sites Céveso de la boucle de Rouen aussi. Donc là, il y a clairement une adaptation à avoir sur ces sites industriels. Est-ce qu'on les laisse là? Comment est-ce qu'on les transforme, etc. Je laisse les aménageurs, les urbanistes discuter de ça. Mais il y a clairement des questions, en tout cas, qui se posent quand on parle d'inondation en estuaire de Seine sur ces zones-là. Et c'est redonner de l'espace à la Seine pour réduire la inondation. En plus, c'est intéressant pour l'écologie, parce que du coup, ça redonne des zones pour la croissance, le développement des poissons, des frayères à brocher, des zones intertidales, donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure, pour qu'il y ait un peu le garde-manger de tous les estuaires de Seine. Donc on peut avoir quelque chose qui peut permettre de lutter contre les inondations et d'avoir un fonctionnement écologique plus optimum, ou enfin un peu mieux que ce qu'on peut avoir de l'estuaire aujourd'hui. Merci Cédric pour cette belle introduction qui nous permet de reposer le contexte aussi et de voir aussi toutes les fonctionnalités du fleuve qu'on oublie au quotidien et que l'on doit préserver. On va partir un peu plus vers le Calvados, on va quitter le 76, on va se diriger vers les marais de la Touques, voilà, hop, avec Yannick Gourville, donc je le rappelle, architecte enseignant mais aussi chercheur. Et c'est notamment à ce titre de fonction de chercheur que vous menez un travail de recherche expérimentale en prospective urbaine. Vous avez déjà mené différents projets dont les noms m'ont interpellé. Alors j'ai cru voir ville-estuaire plus 1 mètre, donc ça fait le lien direct avec ce que vient de dire Cédric. Rennes plus 6 degrés, Paris plus 2 degrés. Alors ça ne fait pas rêver, mais il faut peut-être s'y préparer quand même. Qu'est-ce que c'est qu'un travail de recherche expérimentale en prospective urbaine? Bonjour, merci pour l'invitation. Dit comme ça, c'est un peu pompeux. Dit autrement, c'est être un mauvais chercheur. Par rapport à l'approche scientifique, je ne suis pas un scientifique, donc je ne suis pas reconnu comme des recherches très très précises. J'ai réussi à armer mon travail auprès de Bruno Latour, qui a permis de me libérer en fait, de pouvoir expérimenter, et je suis content aussi qu'on soit dans ce lieu, qu'un lieu d'expérimentation et qu'un lieu politique, de faire autrement et d'essayer d'autres visions. Et donc dans cette recherche prospective, tout le monde voit ce que c'est que la prospective urbaine. On a la rétrospective, c'est regarder derrière, et retisser où on se situe par rapport à ce qui s'est fait. La prospective,
comme tout, on pourrait dire le projet, même en architecture, en urbanisme, en paysage, c'est se projeter dans une transformation. Et dans la prospective urbaine, tout ça c'est venu à la fin de mes études, qui commencent à faire 15-20 ans. On commence à avoir des réglementations dans le domaine de l'architecture, à appliquer des normes pour cocher des tableaux Excel, qui me perturbaient beaucoup, à me dire, moi je vais être le dernier maillon de la chaîne, et donc l'idée c'était de comprendre, alors on a toutes ces normes écologiques à mettre en place, mais qu'est-ce que c'est que le réchauffement climatique? On ne me l'a pas appris à l'école. J'ai rouvert des manuels de 5e pour essayer de comprendre à quoi servait l'impact du soleil sur la planète, comment les climats se mettaient en place, et d'un seul coup de comprendre que la météo et le climat c'était pas pareil, des confusions qu'on faisait encore il n'y a pas très longtemps, et de se dire on a une force dans les écoles, c'est de réussir à projeter. Donc on a monté un diplôme qui s'appelait Rennes plus 6 degrés. Donc disons, on va monter le thermostat et on va voir tous les impacts. Et la question, c'est pas que la canicule, c'est tous les autres effets liés à la transformation du climat. Et donc dans l'idée d'expérimental, c'est d'assumer d'être acteur de l'observation, donc d'essayer de mettre en place, et comme on pouvait le voir avant l'époque moderne, l'expérimentation, la science se faisait dans la rue, avec des expérimentations qui étaient face au public. Là, il y a l'idée par la fiction, d'essayer de décaler, et on a juste mis cette image-là sur la scène, qui est un travail qui a maintenant 14 ans. Et dans l'expérimental, c'est toujours aussi essayer d'avoir des effets sur un public, qui peut être des élus, qui peut être le grand public, qui peut être des écoles. Et ce travail est une commande de la mairie de Paris, qui s'appelle Paris plus 2 degrés, où on a fait tout un travail scientifique d'abord, de projection, puis après, en tant qu'architecte, on s'est dit on ne va pas prédire, on ne va pas trouver des solutions. Par contre, on va amener les débats sur lesquels il faut penser autrement, réfléchir autrement. Et donc, c'est 20 photomontages composés d'une centaine d'images cumulées. Donc, c'est à l'époque où il n'y avait pas l'intelligence artificielle, donc c'est fait à la main pendant des heures et des heures. Et par contre, toutes ces images sont des images débats, et on a réussi à négocier avec la mairie de Paris de faire croire à la population que c'était les projets de la mairie de Paris. Donc, et donc, pour créer le débat. Et donc, dans la recherche expérimentale, c'est vraiment l'idée des effets de la production de travail. Et donc là, il y a tout un travail sur redynamiser la Seine, dont, par exemple, se baigner dans la Seine, qui est aujourd'hui d'actualité, et ce type de piscine qui a pris lieu sur le canal Saint-Martin à Paris. Et l'idée, c'était de convaincre les élus et ce qu'il a fallu convaincre les élus, toutes les personnes qui travaillent à la mairie, de publier ces images. Donc, et grâce à ça, on a eu c'est un travail artistique qui a été, pas d'architecte. C'est ça qui a permis de décaler. Donc dans l'expérimental, c'est vraiment être à des endroits sociétaux, aller bouger des grains de sable, de choses préconçues, modernes, un problème, une solution, et plutôt comment on construit le problème ensemble. Et donc on collecte à la fois peut-être de l'enthousiasme ou de la surprise, ou c'est ça, on agite le débat et on voit ce qu'il en sort. Oui, et puis et c'est surtout faire émerger des imaginaires autres que résister, que vouloir combattre, et de se dire, ce travail-là aussi, c'était un peu difficile pour nous d'assumer ça, parce que c'est pas des images de projet qu'on veut réaliser, et au contraire, on essayait de faire des images qui nous déstabilisaient nous aussi. Par exemple, là, on a le téléphérique qui relie Gare du Nord à Montparnasse, on a une nouvelle gare aérienne dans Montparnasse. Et l'idée aussi, c'était qu'un enfant pourrait réagir et de toucher tout le monde, quitte à se moquer de nous, dans la manière de faire trop simpliste. Donc ça, c'était vraiment dans une approche. Alors après, on a plein de villes qui nous ont demandé leurs images plus de degrés, et on a arrêté, on ne fait plus d'images. Parce que là, d'un seul coup, ça devenait une production qui ne nous intéressait plus, parce que c'est le problème, enfin toujours l'idée de construire un problème, pour qu'on réfléchisse ensemble. Bon, donc si le Havre veut demander sa photo plus de degrés, c'est râpé. Il faudra penser à un autre concept. On a d'autres idées. On imagine bien. Alors, Yannick, vous intéresse aussi à l'avenir de la Normandie. On ne s'occupe pas que de Rennes et de Paris. Et pour preuve, en décembre 2021, vous avez été avec toute une équipe, on pourrait en parler longuement, mais avec toute une équipe, vous avez été lauréat d'un concours d'idées qui porte le nom de Mieux aménager les territoires en mutation exposés aux risques naturels, le concours d'idées Amiter,
pour un projet qui se situe donc en vallée de la Touques. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure sur le territoire de la communauté de communes Côte-Fleurie. Alors, quels étaient, on va mettre un petit visuel, quels étaient les objectifs de ce concours d'idées? Et puis alors, en quoi votre projet a complètement séduit le jury? Alors là, c'est un concours national sur 7 endroits en France. Donc ça, c'en est un des 7 sur lequel on a postulé, donc qui est le fleuve qui traverse la ville de Touques, Deauville-Trouville. Et si on passe à la diapo d'après, donc on était une grosse équipe faite de chercheurs, d'architectes, de sociologues, de philosophes. Et la question était posée sur deux parcelles, une friche industrielle et une parcelle qui appartient à Trouville, mais à la rencontre de 3 risques concomitants qui sont le ruissellement du coteau, avec cette pente importante, la crue de la Touques, donc qui est semblable aux problématiques de la Seine exposées tout à l'heure, et aussi la submersion marine et le fait qu'il peut y avoir des effets de surcote et donc une sorte de, je ne saurais pas l'expliquer aussi bien que toi techniquement, mais l'effet que la marée vient un peu bloquer l'écoulement vers la mer. Donc, et cette rencontre-là sont des 3 risques concomitants qui peuvent arriver en même temps, mais on peut tous les analyser un à un, on peut les comprendre un à un, mais on n'est pas capable de vraiment comprendre comment ça se passe. Donc la question était posée là, et évidemment, si on passe la diapo d'après, on s'est dit, c'est pas l'échelle. C'est pas grave, je peux le faire oralement, parce que vous êtes tous de l'imaginaire. C'est pas grave. L'idée, on a dézoomé sur le bassin versant. Donc tout de suite, on est passé d'une échelle de peut-être 50 mètres à presque 100 km, enfin 50 km plutôt. Et donc l'idée était de se dire comment les différentes échelles sont entrelacées. Et le phénomène, il est à la fois, comme il est hydrologique, il faut s'intéresser aux entités hydrologiques et plus à la parcelle qui est un élément du problème. Donc sur ça, on a proposé à la communauté de communes un nouveau récit qui va allier les échelles à la fois de la goutte d'eau qui va poser problème quand elle s'accumule et qu'elle arrive jusque sur la parcelle, mais aussi on va se poser la question de comment retrouver une culture, non pas du risque, mais tout simplement des éléments, des aléas et des variations de l'eau, plus chercher à dire on va faire des règlements et on va y répondre, donc la solution sera de construire là ou pas là, ou de renaturer tel endroit ou pas celui-là. La question c'est comment la population peut être capable d'habiter un lieu qui a des caractéristiques liées à l'eau. C'est des choses qu'avec les étudiants on prend souvent ensemble, c'est que, on en parlera peut-être après, mais je leur parle de toujours se poser la question du danger. Un montagnard connaît le danger, il ne connaît pas forcément le risque. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui dise comment faire. Il a une connaissance et en fait, par l'approche moderne, on a donné à des experts la manière de gérer, notre manière d'habiter des lieux particuliers. Donc là, c'était essayer de renouer là-dessus, tout en se posant la question de qu'est-ce que peut être une micro-inondation ou une marée qui va inonder un espace public sur lequel il peut y avoir le marché, par exemple, et savoir qu'on ait des repères qui nous permettent de comprendre quand l'eau monte et savoir se comporter par rapport à cette eau et reculer. Mais en même temps, on ne sait pas, un réchauffement climatique et un haussement de 60 cm ou d'1 mètre, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais il faut s'y préparer. Donc la question, ce n'est pas de le prendre comme quelque chose de négatif qui va contrarier nos manières de faire actuelles, mais de se dire comment ça peut être une opportunité d'amélioration et d'intégrer ces choses-là. Donc comment être plus souple et plus dynamique dans notre manière d'aménager le territoire en laissant... Alors, j'aime pas trop les retours, les quelque chose, mais en essayant, en continuant en prospective, en relaissant de la place aux éléments naturels qui vont être amplifiés. Lors de notre échange préparatoire, il y a plein de choses, je trouvais passionnantes, qui sont sorties. Il y avait cette idée d'avoir décalé, d'avoir presque tordu l'esprit du territoire qui attendait une proposition. Et en fait, c'est en ça que la candidature a séduit, c'est que vous avez décalé le propos,
notamment en expliquant que finalement le risque c'est très culturel, ça n'existe pas, c'est une probabilité. Et est-ce qu'on pourrait développer cette idée? Oui, parce que la proposition justement pour le concours, ça a été de se dire qu'il ne faut pas agir sur les parcelles et qu'à la limite c'est secondaire, mais d'agir sur toute l'estuaire et de proposer une évolution à long terme de cet estuaire. Donc voilà, on est sorti du cadre comme souvent, ce qui a intéressé au niveau local. Sur les risques, j'enseigne sur les nouvelles urbanités exposées aux risques naturels. Ce que j'interdis aux étudiants, c'est de parler. Il y a 2 mots interdits dans l'atelier, c'est risque et résilience. Parce que tout le monde ne veut pas risquer de choses et réduire sa vulnérabilité, et tout le monde veut être résilient. Sauf que, en tant qu'aménageur, qu'architecte, c'est pas la matière qu'on utilise, ce sont que des concepts. Les risques, je ne sais pas qui a vu un risque une fois et s'est comporté par rapport à un risque, soit une catastrophe, soit on se prend une vague, et c'est une vague, et il faut mieux savoir la décrire et intégrer quelque chose qui va accueillir une vague, soit c'est rien. Donc ça veut dire qu'on baserait tout notre aménagement sur une probabilité d'un événement naturel, d'un aléa. Et donc, ce que je défends, c'est essayer de décrire les phénomènes pour les comprendre, et en tant qu'architecte, aux étudiants, je leur dis il faut savoir décrire les choses, les représenter, les dessiner, et c'est ça qu'on va transformer. C'est la représentation du rapport à l'eau, et donc tout ce travail, il est surtout sur... et après, résilience, pareil, je me dis, mais moi, j'écris beaucoup sur le terme résilience pour essayer de le déconstruire, parce que on est tous d'accord, on veut tous être résilients, on veut que tout soit résilient, mais c'est aussi une manière politique de cacher une sorte de protection civile et commune. C'est que quand on a travaillé sur la Nouvelle-Orléans, sur Ville-Estuaire plus 100 mètres, juste après l'ouragan Katrina, on voyait, donc il y avait eu une allocution d'Obama qui était fier de la résilience du peuple américain, et dans la rue on voyait des affiches et des tags qui disaient « Je ne suis pas résilient, si je suis résilient, c'est que j'ai besoin de vous ». Parce qu'on a une sorte d'être content que les gens réagissent tout seuls et qu'ils ont eux-mêmes la force de revivre. Mais c'est aussi parce que ça cache aussi des problèmes collectifs de comportement. Et donc voilà, sur la résilience, évidemment, je suis pour les projets résilients. J'utilise ce mot-là professionnellement parce que c'est nécessaire. Et parce qu'on se comprend, mais on peut être tous résilients avec des projets complètement divergents. Ok, alors les images sont revenues, et encore merci aux équipes qui sont venues à notre secours. Est-ce qu'éventuellement vous souhaitez peut-être redire quelques mots sur ce très beau projet? Alors cette notion-là, oui, peut-être, elle me semble importante. Alors à la fois cette question du choix entre le repli et le dépli, et alors surtout, alors j'utilise pas les mots risque par exemple, je vais mettre de côté. Vous avez le droit chez vous aussi. Je vais essayer de me pincer. Mais alors du coup, néanmoins, il y a une probabilité. Et comment on fait accepter à un territoire cette notion de repli et de dépli? Ça, c'était notre proposition, ce qui s'appelle autrement résilience. Mais on a essayé ici de le représenter d'une autre manière, et surtout que ce soit vecteur de projet. En fait, on a révélé tout le territoire à partir des probabilités d'inondation. Et donc de déploiement, et la question n'était pas de savoir si ça allait monter de 20 cm, 30, 40, 60, c'était de se dire à telle étape on peut aménager comme ceci, comme cela, ça prendra peut-être jamais l'eau, donc il y avait des zones qu'on a appelées zones de vulnérabilité, c'est celles où on sait que déjà l'eau peut aller et ira sûrement parce que les choses s'amplifient, et après on a appelé une zone de vigilance, ce serait les scientifiques qui se sont trompés, et c'est encore pire. Et de se dire, on ne va pas essayer de construire une nouvelle limite, mais on va habiter une épaisseur où on saura se déplacer. Et la première chose qu'on a proposée, c'est le dépli, et plutôt que de remonter, c'était aller voir l'eau, la comprendre, la connaître. Donc c'est le mouvement inverse de la protection, c'est d'aller dans l'eau, il y avait une base nautique qui a été mise en place, il y avait le rapport sur toute la rive, revoir vraiment, se dire, avoir une sensibilité, et quand on est sensible, on pourra peut-être réagir. Parce que la notion des risques désensibilise, puisque c'est quelqu'un d'autre qui nous dit ce qu'il faut qu'on doit faire, qui nous dit ce qu'on doit faire. Voilà.
Et donc voilà, c'était une proposition après qui, donc la parcelle est un tout petit point, un endroit, et notre proposition était, enfin, on a débordé, il y a eu une inondation sur le territoire de la réflexion. Oui, donc la nécessité de changer d'échelle, de regarder dans différents espaces-temps, aussi de se projeter, et donc pas simplement regarder ce projet à cet endroit, à cet instant T, mais alors élargir complètement À quoi il participe. Voilà, à quoi il participe et à quel écosystème il est évidemment relié. On reviendra aussi tout à l'heure sur les usages récréatifs, hein, sur le fait de vouloir non pas se fuir l'eau, mais d'aller vers l'eau pour pouvoir en faire notre meilleur ami, notre meilleur allié. On en reparlera tout à l'heure. Karima, on va aussi évoquer les projets portés, en tout cas dans lesquels sont impliqués l'agence Terre. Donc je vous rappelle, hein, vous êtes urbaniste et directrice du développement au sein de l'agence Terre, qui est une agence d'urbanisme que j'aimerais personnellement, comme j'aimerais en voir plus souvent, puisque quand on va se balader alors, sur votre site internet, on voit quelque chose de très joli. On voit que l'agence œuvre pour un urbanisme engagé dans les luttes climatiques. Je l'ai lu 3 fois pour être sûre de bien le voir, parce que c'est quand même un pari audacieux. Vous pourriez nous présenter l'agence Terre, s'il vous plaît, Karima? Oui, merci Marie pour cette description. Je vais essayer de le faire en reniflant le moins possible, parce que je suis malade. Mais donc l'agence Terre, c'est une agence de paysagistes, urbanistes, qui a 38 ans maintenant, donc elle est plus âgée que moi, l'agence, qui a été fondée par trois associés donc, qui ont fait l'école de paysage de Versailles et qui, depuis le début, travaillent sur des grands territoires autant que sur des échelles d'espace public ou de jardin. Et donc, c'est cette multidimensionnalité un peu qui a nourri toute la réflexion autour de ce que c'est aussi un paysage vivant qui est un fleuve. Vous disiez tout à l'heure, Marie, les luttes climatiques, c'est vrai que, et la beauté, c'est vrai que c'est un peu 2 axes qu'on aime bien travailler et que j'encourage aussi à travailler en tant que concepteur. On a la chance d'avoir de la place dans le, on va dire, dans le discours sur l'urbanisme. On a pignon sur rue et on essaye de porter un engagement vraiment. Parce qu'on se rend compte que fabriquer de l'espace public, c'est un projet politique et que la tradition un peu des concepteurs paysagistes, urbanistes, architectes a souvent été proche de l'ornemental, en fait, dans la relation avec la nature, ce qu'on appelle la nature, et le vivant. Et c'est ce qu'on essaye de transformer dans notre pratique, en se rendant plus sachant, plus entouré, aussi plus humble par rapport aux objets territoriaux qu'on aborde, en s'entourant d'écologues, d'hydrologues, mais pas que, d'anthropologues, philosophes, sociologues. C'est important aussi d'avoir cette pluridisciplinarité qui entoure l'objet du territoire, de géographes évidemment. Donc, aussi de porter un discours engagé sur ce que c'est qu'un territoire inondable, que ce soit un parc, un bout de ville, un espace public, ce qui n'était pas forcément toujours rentable pour gagner des appels d'offres, parce que c'est même arrivé qu'on nous dise qu'on était trop anxiogène, que le propos autour de l'inondabilité portait préjudice. Et donc, cet engagement, on essaye aussi de l'entourer d'un projet poétique aussi, et puis d'un projet d'habiter en fait ces territoires fluviaux. Alors, on n'est pas des ingénieurs hydrauliques, donc forcément, nous, on porte aussi, on doit forcément porter un idéal, quoi, en tant que concepteur, un idéal de vie, c'est aussi porter une utopie. Et donc, on essaye de le fabriquer autour d'une connaissance du vivant, donc, qui aussi s'intéresse au mouvement du fleuve, s'intéresse à la façon dont l'eau peut créer des paysages en mouvement. Donc c'est vrai qu'au final, dès le départ de l'agence Terre, il y a 38 ans, il y avait cette idée de travailler sur l'eau, les strates et les horizons. Donc aujourd'hui, ça voudrait dire travailler sur l'eau comme paysage en mouvement, comme écosystème, les strates
des milieux vivants, parce que c'est aussi le fonctionnement des écosystèmes tels qu'on ne le voit pas forcément dans le paysage, et de s'inscrire toujours dans cette dimension territoriale, de voir les conséquences d'un projet d'urbanisme, par exemple, sur des grands couloirs écologiques, de l'armature fluviale, sur le développement de la ville, et d'essayer d'inverser un peu les rapports de pouvoir entre l'aménagement et le vivant, qui souvent a subi l'aménagement. Se dire, on repart de l'histoire, on repart de la géographie, pour comprendre en fait comment la ville s'est vécue aussi dès le départ, souvent en plus grande intelligence avec les milieux fluviaux, estuariens, montagneux, etc. D'essayer de tirer des leçons des enseignements de cette histoire, d'essayer aussi d'investiguer la géologie, la géomorphologie, pour comprendre en fait le sol sur lequel on s'implante, quoi, enfin, un parc ou un quartier. Quel signal faible ça peut aussi avoir dans des logiques de paysage. Et voilà, en fait, c'est vraiment un travail de géographe presque, de géohistorien, ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on essaye de... dans toute l'approche qu'on a de chaque projet de paysage, sachant qu'aussi en tant que paysagiste, on a eu accès de plus en plus à des marchés d'urbanisme, c'est-à-dire qu'on est en mesure, comme les architectes le faisaient jusqu'alors, de concevoir ce qu'on appelle des master plans d'urbanisme, quoi. Enfin, la relation entre le bâti et le paysage, la relation entre les hauteurs de l'architecture, les hauteurs des arbres, la relation de l'architecture à son sol, au sol vivant, la question des seuils, la question de qu'est-ce qu'on traverse comme paysage, la poétique aussi d'habiter quelque part. Ce qui pour moi, je le vois comme une petite révolution dans la façon de faire de l'aménagement. Et voilà. Oui, donc on sent bien cette précaution que vous avez en fait quand vous arrivez sur un territoire, d'y arriver sur la pointe des pieds, de respecter, de regarder, d'observer ce territoire au-dessus, en dessous, avant d'y coller un projet et de s'assurer qu'il lui fasse du bien et non pas du mal, comme ça a pu se faire malheureusement pendant plusieurs décennies. Et je crois que malheureusement la Seine-Maritime n'a pas été épargnée en la matière. Alors justement, on voit bien que votre profession est en pleine évolution. Le métier change, l'approche change, et en particulier justement cette question de l'eau, de la présence de l'eau, et des fleuves, mais pas que des fleuves, était peut-être à une époque moins appréhendée, moins regardée, alors qu'aujourd'hui elle est quasiment au centre des projets. Comment vous avez vécu cette transformation au sein de l'agence ? Ce qu'on observe, si on prend un peu du recul sur la considération, on va dire, des villes, des aménageurs par rapport à ces espaces naturels que sont les fleuves, c'est qu'il y a eu un peu cet oubli des sociétés urbaines, on va dire historiques, d'avoir considéré les éléments naturels au départ, parfois comme faisant partie de leur culture, de la culture du quotidien des habitants. La modernité a beaucoup effacé les rapports aux fleuves qu'avaient les pêcheurs, les laveuses, qu'on peut observer dans tous les fleuves. La modernité a même parfois effacé complètement la trace du fleuve dans la ville. C'est le cas de beaucoup de villes sur lesquelles on travaille à l'agence, que ce soit Caen, Nantes, Strasbourg. On a rectilinisé, enfin, on a chenalisé, on a rendu plus efficaces les couloirs de navigation, et on a parfois comblé des bras entiers d'eau et asséché la ville pour la rendre à l'automobile. Les fleuves, pour nous aussi, c'est vraiment un élément. C'est important de se dire que c'est un élément de la culture. Ça a été un élément de la culture, il faut que ça le redevienne. Les fleuves aussi font partie des mythes, des civilisations, enfin, que ce soit l'exemple du Rhin, du Gange, de l'Euphrate. Enfin, quand même, on a ces rapports aussi mythologiques, symboliques, parfois spirituels, avec les éléments qui nous entourent. Qui ont été aussi mis de côté pour passer de ce fleuve
culturel à un fleuve objet, quoi, un fleuve infrastructure, ce qu'a très bien fait le XXe siècle, en construisant aussi, en aménageant les ports, etc. Et ce passage du fleuve objet au fleuve sujet, il est intéressant parce qu'il n'est pas non plus immuable. C'est aussi qu'on a remarqué dans les 30 dernières années, je dis ça comme si j'avais 50 ans, mais quand même, on remarque aussi que d'abord, ça s'est passé par le fleuve loisir aussi, quoi. Que le fleuve est devenu un lieu à vivre qui a été vachement approprié dans le marketing territorial des grandes métropoles, comme Lyon, les berges du Rhône, les berges de la Saône, comme Nantes sur l'île de Nantes, comme Bordeaux avec les berges de la Garonne, les quais de la Garonne, avec toujours aussi ces aménagements un peu iconiques à chaque fois qu'on veut montrer des gestes comme le miroir d'eau, comme les grands gradins au bord du Rhône, comme le parc des chantiers sur l'île de Nantes. Enfin, voilà. On a un peu célébré cette ville loisir et l'ouverture de la ville vers cet espace public événementiel, cet espace public où enfin l'art de vivre urbain est célébré. Et nous, à l'agence, on a en général l'habitude de voir la concomitance avec l'émergence du parc de la Villette, fin des années 80, où c'est le moment un peu de la célébration de l'espace public, du sol de la ville comme un sol capable, un sol social, un sol culturel. Et donc les fleuves n'ont pas fait l'impasse, on n'a pas fait l'impasse sur ces fleuves en faisant des espaces publics à part entière aussi, en les faisant participer au marketing des villes, à l'image, aux icônes de ces villes. Pour autant, cette phase, on se demande si elle n'est pas déjà terminée aussi, parce que en faire un lieu, c'est pas forcément gage de contrôler, de résoudre les problèmes d'inondabilité, de sécheresse, de pompage des nappes, et de faire face à l'écocide, maintenant aux défis qui sont posés constamment tous les jours par ce bouleversement climatique planétaire. Et donc, le fleuve se retrouve encore une fois de plus le premier touché de ces évolutions. Et d'un fleuve-lieu, nous on a envie d'imaginer que c'est un fleuve milieu. Et dans la conception des projets, ce qu'on essaye de voir, c'est plus forcément comment le fleuve peut être encore un énième lieu de marketing urbain, même si la question des usages elle est fondamentale, parce qu'on le disait tout à l'heure, les fleuves sont des lieux culturels aussi, des lieux pratiques. Et il faut qu'ils retrouvent des usages, mais on compose aussi différemment aujourd'hui, politiquement, dans notre espace, en faisant le constat qu'on est à encore une période d'extinction des espèces massives, qu'en fait il faut qu'on cohabite aussi avec des milieux vivants non humains, c'est ce que les anthropologues appellent le non humain, les poissons, les oiseaux, les mammifères, les insectes, les champignons, les végétaux, les ripisylves, les écotones, tout ce monde qu'on connaît si mal, qu'on a un peu médiatisé aussi dans les projets d'urbanisme et d'aménagement, qui font jamais partie des usagers, et que nous on a envie de porter à égalité en fait des citoyens, si tant est que les citoyens soient souvent pas si souvent déjà pris en compte dans les projets d'aménagement, mais en tout cas de se dire qu'il y a les citoyens et puis il y a aussi le non-humain qui a droit d'avoir des habitats. Donc le fleuve milieu, c'est un peu ça la prochaine étape. C'est ce qu'on essaye d'expérimenter, j'avais oublié qu'il y avait tout ça. C'est ce qu'on essaye d'expérimenter notamment sur le projet de la Garonne, du Grand Parc Garonne. Je ne l'ai pas mis, mais je l'ai pas mis ça. Alors par contre, on s'était promis de dire un mot peut-être sur ce site, par contre, qui est intéressant parce que pour le coup, le vivant et l'eau sont partout. Donc le projet qui est situé à Carrières-sous-Poissy, 113 hectares, projet du parc du peuple de l'herbe, si ça c'est pas poétique.
quelle était la commande qui était la vôtre sur ce projet et comment vous avez justement appréhendé la place du vivant? Ouais. Marie, je ne vais pas le détailler follement, mais si tu reviens sur les... Celle-ci? Ouais, déjà celle-là. Oui. Déjà la bleue. On a un lien particulier avec la Seine. On a une agence basée à Paris, mais qui a aussi vagabondé à l'international. Et puis dans la France, on a la chance d'avoir étudié plein de fleuves en France, ou même à Shanghai, ou d'avoir aussi une agence à un moment donné en Guyane. Donc en fait, la confrontation à toutes les relations possibles avec le vivant, on l'a expérimenté, enfin les 3 associés l'ont expérimenté, mais plus particulièrement la Seine, il y a un petit affect. Et ces 4 vignettes, elles montrent 4 projets qui se sont réalisés à part le plus ancien à Ivry, dans les années 90, et le plus récent à droite, Carrières-sous-Poissy, chacun sur les bras de la Seine, à différents endroits. Carrières-sous-Poissy, il y a quelques années, livraison. Et en fait, les 4 projets témoignent d'une relation un peu différente, justement, avec de l'aménagement, avec l'eau. On ne voit pas tant que ça, mais Ivry, projet des années 90, cet héritage versaillais de la composition de l'espace, de l'eau comme soulignant un axe, et puis aussi, surtout, c'est ce grand geste de la pelouse, ce que je vous disais tout à l'heure, la plage verte où on va avoir des usages. C'est ça qui était important à ce moment-là, dans l'affirmation d'un espace public. Ensuite, le deuxième, c'est Boulogne, le parc du Trapèze, où là, il y a eu un revirement, parce que le parc du Trapèze est situé sur la boucle où il y avait les anciennes usines Renault, et une boucle inondable de la Seine. Et donc le parc est complètement inondable. Donc il a été conçu avec des îles progressivement inondables par les crues décennales, cinquantennales, centenales, qui en plus récupèrent l'eau de tout le quartier. Et donc un parc qu'on a appelé machine hydraulique, qui est un petit peu un mot un peu pompeux, mais qui fonctionne tel quel, quoi, qui aussi met l'eau en mouvement, met en scène l'eau en mouvement et l'espace public sous différents visages au fur et à mesure que l'eau monte. Donc ça, c'était un tournant déjà important. Troisième image, c'est à Saint-Ouen, pas loin du village olympique finalement. Mais c'est le grand parc des docks de Saint-Ouen, pareil, sur aussi un espace anciennement industriel et pollué. Où là, ce qui est intéressant, c'est le mélange. Déjà, il a été livré en 2017, mais c'est une vraie expérimentation où on retrouve des milieux vivants forts, des milieux humides. Il y a eu vraiment ce travail fait, et avec une puissance aussi des usages de jardins ouvriers, aussi des usages culturels au sein d'une grande serre qui est un équipement social, communal même. Donc c'est un peu notre exemple à chaque fois qu'on veut parler à l'agence d'un super mélange, d'une cohabitation entre humain et non humain. Et le dernier parc, et c'était ce que tu voulais montrer, c'est le parc de Carrières-sous-Poissy, qui est aussi dans une des boucles de la Seine et qui est la résultante d'une grande consultation qui avait été faite il y a un peu plus de 10 ans sur toute la Seine aval. Donc pareil, ça partait d'une étude grand territoire. Et puis ça aboutit à ce projet de parc complètement inondable, où le geste fort était... peut-être que tu veux passer sur la coupe, mais... Celle-ci. Ouais. Le geste fort était une amplification en fait, des milieux écologiques et la célébration de cette strate herbacée et même jusque dans le nom du parc qui s'appelle le parc du peuple de l'herbe, c'est redonner un peu une citoyenneté à ces habitats écologiques presque invisibles. Il y a un musée aussi des insectes dans ce parc, mais c'est redonner un peu à voir la beauté de ce que ces milieux aussi, qui peuvent être en eau puis à sec, peuvent offrir. Et le travail particulier sur la grève alluviale, qui est un travail de micro-topographie toute simple, qui permet de faire bouger l'eau sur des espaces et
générer en fait des lieux, des milieux qui sont tantôt en eau, tantôt à sec et qui sont alimentés par le mouvement de la Seine. Des microtopographies aussi qui permettent de jouer avec la qualité des sols et de décupler en fait les situations d'ensoleillement, les situations d'humidité, etc. Donc voilà, la coupe aussi telle qu'elle est, je l'ai mis parce que c'est une façon de représenter qui nous est chère, étant donné qu'on représente souvent, pas souvent en fait, le territoire en coupe, les architectes, paysagistes souvent le représentent en plan. Ce qui le plan ignore en fait le fonctionnement des écosystèmes. Alors nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est la façon dont justement toutes les relations vont se faire, les relations de matière, les relations organiques, gazeuses, les échanges d'eau, de carbone, entre les racines, les champignons, les insectes, les vers de terre, les différents horizons du sol, la strate herbacée, la strate arbustive, la strate arborée, et puis le ciel, et la façon dont en fait tout interagit et tout a de l'importance. Quand on conçoit un paysage, on conçoit des habitats. Voilà, c'était pour un petit message sur aussi la représentation comme un de nos chevals de bataille pour accompagner la sensibilisation, la transformation des imaginaires autour des lieux qui sont créés. Merci beaucoup et bravo, parce que c'est pas facile d'intervenir quand on a du mal à respirer, mais c'était extrêmement clair, c'était aussi d'une très très grande poésie. Alors c'est formidable parce que vos interventions permettent vraiment de repositionner le sujet dans différents niveaux et d'échelle, dans le temps, dans l'espace, maintenant en profondeur. On tient compte du vivant, on tient compte de l'eau, on tient compte du sol et du sous-sol, qui sont aussi deux univers qui se côtoient. On tient compte des échanges gazeux, voilà, donc tout ça, ça fait partie d'un tout et on l'oublie, donc merci pour toute cette poésie qui montre que vos métiers sont en grande évolution. On va se tourner vers toi, François, puisque justement on parle de poésie et que c'est pour le coup pleinement ton univers. Alors François, on l'a dit tout à l'heure, tu es concepteur, si je puis me permettre ce terme, du projet de la Seine vagabonde, qui est un projet qui a démarré depuis 2021, mais qui continue de semaine et de mois en mois à évoluer. Toi, en particulier, à travers ce projet, tu milites fermement pour la réconciliation de deux Seines, en fait, celle que l'on connaît, celle que l'on célèbre et celle que l'on cache, celle que l'on ignore. Ça rejoint aussi un peu les propos de tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Quelles sont ces deux Seines que tu essayes de réconcilier, François? Eh bien, merci infiniment pour l'invitation et pour cette introduction, Marie. En fait, je voulais dire une chose, je ne suis pas un expert. Et c'est ce qui m'autorise à parler. Et c'est ce qui me met en lien avec vous, parce que vous avez des vrais savoirs et vous produisez des vrais projets et vous avez une parole ouverte. Donc en 2 mots, oui, je suis architecte et je suis passé par l'école de la Villette. À l'époque, notre terrain d'apprentissage, c'était les friches industrielles et je pense qu'on découvrait les prémices de ce que vous appliquez aujourd'hui. Et j'aurais aimé travailler avec des agences d'urbanisme et de paysagisme, comme vous le faites. Je suis en lien très souvent avec l'école du paysage de Versailles et je rejoins ce que tu me proposes d'expliciter, Marie. Par exemple, l'école du paysage de Versailles a des travaux absolument passionnants, d'une grande qualité de recherche qui peut paraître conflictuelle, puisqu'à la fois des étudiants montent des digues et d'autres les abaissent. Mais force est de constater que l'école de Versailles, par exemple, l'école du paysage de Versailles, ne travaille que sur la vallée de la Seine. Et ne peut pas travailler ailleurs, elle n'est pas mandatée pour. Donc 2 mots pour expliquer comment j'en suis arrivé là. J'ai toujours fait de la photo en amateur. J'ai documenté mes travaux d'architecte par le dessin et la photo. Et dans les études d'histoire de l'art, je me suis nourri d'un moment très particulier dans notre histoire commune, au moment où Prosper Mérimée conçoit la notion de patrimoine, et on voit une armée de photographes documenter le territoire pour savoir si on devait récupérer les ruines des châteaux pour les remettre en état, à la Viollet-le-Duc ou continuer à construire des fermes.
Si je parle de ça, c'est qu'à travers le fleuve, j'ai l'impression qu'en permanence, je visite notre histoire et je constate l'état de nos solidarités et de nos névroses, et que le fleuve n'est qu'un prétexte à étudier comment nous fonctionnons. Le deuxième déclencheur par la photo, c'est probablement quelque chose que vous avez vu aussi à la BNF dans les années 2000 et quelques. La France de Raymond Depardon qui nous donnait à voir, qui nous a explosé au visage, le drame de la lèpre du périurbain qui commençait et qui n'a pas fini. Voilà, donc ça a été des facteurs déclencheurs pour la photographie. Pour ce qui est de la scène, c'est venu d'une manière assez naturelle sans que je ne m'en rende réellement compte. Et oui, le projet de la scène vagabonde est visible depuis l'année 2021, mais je travaille sur la scène en fait depuis une dizaine d'années. Je suis né à Caen, j'ai vécu à Paris, donc je suis un francilien normand, nous partageons les mêmes territoires, et je vous avouerai que quand je vais aux sources de la Seine, je me sens bourguignon. Donc moi qui habite maintenant au Havre, j'ai tendance à penser que mes racines, ce sont les bassins du fleuve. Voilà. C'est grand, c'est un tiers du PIB national, mais c'est un beau terrain d'aventure. Et ce qui m'intéresse dans ce terrain d'aventure, c'est de visiter le temps long, et ce temps long, si je le résume très rapidement, va permettre d'expliciter cette idée dont je voudrais me dépersuader, qui est que on aurait l'impression qu'il y a deux scènes, une vénérée et l'autre totalement oubliée. Donc le temps long, rapidement, je tiens ça particulièrement de Jérôme Tabuel, qui m'a fait produire une exposition de portraits à la Fabrique des Savoirs. Donc ils ont et des machines textiles et des défenses de mammouth. La Seine, le Rhin, la Tamise étaient des affluents de la Manche, dans des aires très anciennes interglaciaires. Et souvent nos concitoyens se trompent, ils placent la Seine au Mont-Gerbier des Joncs, mais on va dire qu'ils n'ont pas totalement tort, parce qu'un jour la Seine et la Loire étaient confondues, et c'est pour ça que nous avons du sable à Fontainebleau. Si je rappelle ça, c'est que ça nous rend un peu modestes par rapport à nos agitations contemporaines, où on voudrait absolument que, je l'ai entendu encore très récemment, la Seine soit un ouvrage qu'on aurait réussi à dompter, qui doit nous rendre un service, et où on va avoir des éléments de langage qui verdissent l'approche officielle, mais qui ne changent pas la doctrine. Or, la doctrine nous a mis dans le mur. Et le fleuve n'en est que l'illustration. Donc, je suis allé, il y a plusieurs années, aux sources de la Seine, par curiosité, en me disant, cette Seine qui a servi à faire mon diplôme d'architecte en reconversion d'usine, sur laquelle j'ai fait tout le temps des croquis, des photos, auprès de laquelle j'ai appris à marcher, il faudrait tout de même qu'un jour j'aille voir d'où elle vient. Et pour tous ceux qui sont allés, c'est une très grande surprise. Si on ne s'est pas documenté avant, on a la surprise de découvrir un parc paysager comme au Butte-Chaumont, parce que Napoléon III a préempté la source de la Seine. Ça veut dire qu'un bout de champ a été aménagé comme un bout de ville. On y a planté un drapeau et on y a revendiqué un pouvoir. Il y a des exemples contemporains, les Américains sur la Lune, les Chinois sur des îles artificielles, les grandes puissances économiques qui ont des grandes façades maritimes, qui colonisent les fonds marins. Ça a un sens de planter un drapeau. Donc moi je m'interroge, je suis un marcheur, je suis un citoyen, j'ai mon bagage, mais je partage mes réflexions. Il se trouve que mes réflexions se nourrissent de vos savoirs, et comme je les partage avec du public, puisqu'à chaque exposition, je donne un récit du fleuve et je dessine une fresque de la Seine que je peins en direct. Donc là, je veux rendre deux hommages. Un à Marie Etineau, qui a été la première à découvrir l'intérêt potentiel de ce regard-là et qui m'a fait intervenir à la Transat Jacques Vabre il y a 2 ans. Et je voudrais rendre un vrai hommage au Hangar Zéro qui nous accueille aujourd'hui, dont les fonds baptismaux sont posés sur le concept réinventer la Seine, et où la place de l'eau est prépondérante. Voilà, les architectes qui ont conçu le réemploi et tous ceux qui interviennent
dans tous les collèges ici, autour du lien social et de l'intégration des habitants dans la vie réelle et dans la transformation efficace des choses, hors des modèles, avait dès le départ cette préoccupation de l'eau. Ce qui fait que ce soir, je me sens particulièrement à l'aise entre l'école d'architecture, le paysage, les propos que tu tiens régulièrement et qui sont d'une grande capacité pédagogique pour intéresser le public au sujet scientifique de la Seine sans leur faire peur, mais en leur disant des vraies choses. Et donc, pourquoi 2 Seines? La Seine aval est dotée d'un préfet depuis 2012. Elle est classée au rang d'intérêt national, ce qui ne lui permet néanmoins pas de décrocher un train efficace entre Paris et Le Havre, mais ça c'est un sujet éminemment politique. Et donc, j'ai le sentiment que la personnalité du fleuve Seine, qui est un personnage de roman, éminemment un personnage de roman, est vécu, appréhendé, exprimé comme un fleuve de pouvoir. Et ce pouvoir a de fait, puisqu'il est le seul à agir dans la partie visible, préempté le discours et totalement occulté l'autre dimension du fleuve, parce que je vous le rappelle, au plateau de Langres, on est modestement à 440 mètres de hauteur. À mi-parcours, la Seine arrive à Paris et n'est plus qu'à 30 mètres. Donc évidemment, on a la raison des méandres qui suivent. Mais tout de même, arrivé à Paris, on a fait la moitié du trajet. J'ai connu les chais à Bercy, avant qu'ils ne soient transformés. Eh bien, oui, il faut se souvenir que dans une histoire très récente, le vin de Bourgogne, le champagne de Champagne, arrivait par barge au chais de Bercy. Et bien avant, des trains entiers de bois flottés sont venus du Morvan et par Lyon ont rejoint la capitale. Donc, à un moment, se gargariser de l'axe Seine, se réjouir qu'à Ropa, il fait remonter les ports de 3 ou 4 rangs mondiaux, nous vendre les impressionnistes, voire nous alerter sur la transition écologique et ne parler que de l'aval, me paraît être une sorte d'aveuglement, dont probablement les raisons sont liées à notre histoire profonde, qu'on ne va pas refaire ici, mais qui tiennent au centralisme national. Parce que cette scène, donc la scène aval qui est connue, chouchoutée, photographiée, politisée, on la connaît. Celle que toi tu aimerais montrer davantage, c'est évidemment la scène amont. Et d'ailleurs tu l'illustres alors à travers 2 types d'éléments, à la fois les photos, hein, puisque c'est ta première passion, et aussi des portraits. Au fil du temps, au gré de tes voyages vers les sources de la Seine, tu as rencontré aussi des personnages, on peut le dire, hein, tu as eu des coups de foudre, et ils ont tellement marqué ton travail que tu as décidé d'en faire des portraits. Alors, pourquoi collecter cette information? Pourquoi la parole de ces habitants de la Seine, soit de gens qui sont nés au bord de la Seine, soit même certains qui sont venus de l'autre bout du monde, parce qu'ils y sont attachés? Quel a été ce pari artistique que tu as eu sur les portraits? Rien n'est prémédité, et quand tu situes le début de la Seine vagabonde à 2021, oui, c'est le moment où elle a été visible, parce que je marche par instinct, je marche par coup de foudre, parfois ça marche bien. En 2021, un jeune nageur de 19 ans a dit « Je descends la Seine à la nage pendant 2 mois, j'ai toutes les autorisations préfectorales, je pars en autonomie ». Je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, mais je dis « Je veux être du voyage ». Et pendant 2 mois, nous avons vécu en autonomie au plus près du fleuve. Et ce qui m'a fasciné, c'est qu'au plus près du fleuve, il n'y a rien. On connaît tous la Loire, on connaît les châteaux, les auberges, la piste cyclable. Bon, ben, la Loire, on va dire que c'est le fleuve des rois de France, du berceau de France. Jean-Paul Kaufmann nous dit que la Marne est un fleuve mal aimé parce qu'on a peur de l'envahisseur teuton, etc. Chaque fleuve a ses personnalités, et celle de la Seine, pour moi, c'est celle du pouvoir. Or, comment s'exprime ce pouvoir? Par l'exploitation de l'outil fleuve, mais pas par sa réelle valorisation sur tout son territoire. Et quand on le suit, moi je devais faire le reportage sur le nageur. Soit je ne le voyais pas,
parce que les chemins de halage ont été abandonnés et que personne n'entretient et que la végétation a naturellement poussé. Donc moi qui suis un visuel, je vais développer une qualité auditive que je ne me connaissais pas. D'abord, j'entendais l'eau partout alors qu'on ne la voyait pas, parce qu'au départ, il n'y a pas d'eau à la Seine. Ça se suinte, il y a des lavoirs, il y a des fontaines, on l'entend. Et au bout de 2-3 jours à vivre en permanence dans cette espèce de huis clos, j'entendais le nageur, je l'entendais respirer, je l'entendais battre le crawl, mais je ne le voyais pas. Et donc, ce qu'il m'avait proposé, c'était de camper avec lui à la sauvage. Vu mon âge, j'ai pensé que je ne tiendrais pas 2 mois, mais j'avais aussi une autre préoccupation, c'était celle de recueillir des témoignages. Et donc là, je recoupe évidemment mes anciennes pratiques, étudier un territoire et l'adapter à des usages, et recueillir la parole des usagers. J'ai travaillé 20 ans au HLM de Paris et j'ai été ce que j'appelle le médecin d'un corps social habité. C'est-à-dire que j'ai recueilli la parole des habitants, j'ai instrumentalisé ceux qui m'avaient donné des missions et je leur ai tordu le bras pour qu'ils écoutent les usagers. Et ça a marché. On le paye un peu cher, mais ça marche. Et donc, au départ, la métropole de Rouen, suite à ce périple de 2 mois, ayant repéré l'intérêt de ce regard, m'a commandé une exposition de paysages. Et pour des raisons politiques, Arthur Germain n'étant autre que le fils d'Anne Hidalgo, nous avons souhaité qu'il ne soit pas sur les images. Qu'on se détache de ce cercle médiatique qui a un peu pollué mon voyage. Et je vais refaire ce voyage pour le faire pour moi. Et très curieusement, ces 20 photos ont pour moi été l'expression d'une absence. Celle que je viens de nommer, pas d'aménagement du fleuve, il n'y a pas d'auberge, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas d'hôtel. Certes, il y a un début de GR2, il y a un début de piste cyclable, mais il y a beaucoup de tronçons qui manquent, suivant que les communes soient volontaires ou pas, riches ou pauvres, c'est indiqué comme ça peut. Et moi, je peux vous dire qu'à Duclair, je me suis retrouvé avec 200 mètres de berge inondée à un moment où il n'y avait plus de bac. Donc là, on comprend la différence entre l'amont et l'aval. En amont, on saute d'un cloche-pied, en aval, il faut faire 40 bornes. Et donc, j'ai dormi pendant 50 nuits chez des Séquenais. Et à chaque fois, ces inconnus m'ont accueilli à bras ouverts, non pas uniquement parce que j'ai une bonne tête et que mon projet est cohérent, c'est que le projet était médiatique et que ça les intéressait de savoir pourquoi et d'y contribuer. Et là, j'étais absolument persuadé que le fil conducteur, nous l'avions. Nous l'avions. C'est la passion que les habitants ont pour leur fleuve et chacun a le leur. Alors vous imaginez, faire dialoguer dans un destin commun l'aval et l'amont, c'est un peu complexe quand ils n'ont pas d'institution commune et quand il semblerait qu'il n'ait pas d'intérêt commun. Or l'intérêt, il est évident. Le lac d'Eder et le lac d'Orient ont été construits tout de même pour éviter de répandre trop d'eau, et on sait maintenant qu'ils nous servent à remettre de l'eau dans le fleuve quand il en manque. Ensuite, vous avez l'usine nucléaire de Nogent, qui par définition a besoin d'eau. Et puis, on ne peut pas oublier que pendant le XVIIIe et XIXe siècle, les sources de la Seine, les environs de Dijon, ont été extrêmement industrielles. On y a fait venir des centaines d'ouvriers de tous les pays limitrophes pour construire des forges, des châteaux, des manoirs, des usines. Et cet endroit précis est un carrefour symbolique qui est des axes millénaires de transition entre les hommes du Nord et les hommes du Sud, les pays scandinaves, les pays méditerranéens, puis les peuples slaves et notre façade atlantique. Et c'est pas pour rien que les hommes du Nord, qu'on appelle maintenant les Vikings, sont arrivés par notre façade atlantique, mais sont rentrés dans le continent par l'estuaire. L'estuaire, si vous regardez bien sa morphologie, c'est une gueule ouverte. C'est une grande bouche de poisson qui va tout manger. Voilà. Peut-être un élément, alors j'en ai profité pour présenter un des portraits, un des nombreux portraits que tu as composés. Alors, celui-ci, c'est pour faire un clin d'œil à Dominique Chachua, puisque ici, tu as le druide qui vit aux sources de la Seine. Voilà, je me permets
de faire des clins d'œil personnels. La parenthèse étant fermée, dans les différents témoignages que tu recueilles, et d'autres éléments qui viennent se greffer à ton projet, parce qu'on voit bien que de mois en mois, tu arrives à agréger énormément de choses, est-ce que le fait d'aller rencontrer des acteurs qui vivent aux sources de la scène, de confronter ce regard avec celui très politisé, très urbanisé de Laval, nous permet à un moment donné de collecter des informations qui peuvent nous aider à nous adapter en termes d'urbanisme, en termes de comment on a habité les berges de la Seine il y a quelques décennies. Est-ce que le regard, le fleuve très chenalisé d'aujourd'hui a toujours été ainsi? Est-ce que des habitants y vivaient en acceptant les allées et venues de la Seine, en acceptant leur vulnérabilité? Est-ce qu'en faisant ce travail, tu arrives à collecter des éléments qui peuvent nous aider à nous adapter? Là, je vais être très modeste, j'en ai recueilli, je travaille à la synthèse, c'est très loin d'être exhaustif, ça ouvre des pistes. Voilà, je ne suis pas anthropologue, sociologue, et puis surtout, il faut que j'arrive à financer la suite du projet, qui est de repartir 3 mois durant, en me coupant du monde, sans réseaux sociaux, en faisant mon Robinson pour approfondir. Mais ce que je peux déjà voir, c'est que, très curieusement, les débuts du fleuve sont très politiques et très conflictuels. Le parc des forêts a eu du mal à se mettre en place et on voit bien que l'exception culturelle que je nommais tout à l'heure, celle de patrimoine, se heurte de plein fouet à celle de la continuité écologique. Ce sont des discours qui paraissent opposés, qui sont dans une unité de temps et de lieu, mais pas d'acteurs. Moi, je ne prends pas parti, j'observe, j'essaye de comprendre. Je ne suis pas certain que ce soit pertinent d'avoir, pour une raison très idéologique, qui a sa justification, que ce soit très pertinent de démolir tous les moulins et tous les barrages. Je ne suis pas sûr. Et j'ai vu, par exemple, si tu peux montrer la photo du lac de Griande, c'est pour ça que je l'ai choisi. Celle-ci, le lac de Griande est à 1/4 d'heure à pied du gîte des sources, donc au pied de la source, 1/4 d'heure à pied en traînant et en prenant des photos. Je l'ai pris au 1er avril 2022, après mon voyage, parce que j'y retourne régulièrement. Le lac a été vidé au nom de la continuité écologique pour permettre qu'ailleurs passent des poissons qui probablement ont disparu pour d'autres raisons que le petit barrage mis par l'agriculteur. C'est donc extrêmement vaseux, marécageux, on ne peut pas y marcher, c'est rempli de grandes moules. Et là, il vient d'y avoir un épisode de retour de grand froid dans un printemps précoce, et j'ai pu marcher sur cet endroit-là, qui est de nouveau en eau, car on a réussi à financer. Mais au début, c'est conflictuel. Et tous ceux que j'ai côtoyés ont une culture du fleuve qui est celle d'une terre nourricière, d'une terre de transport et d'une terre d'échange. Ils ne le vivent pas comme une séparation, comme nous en avons le sentiment en aval, où il y a une rive droite et une rive gauche, des pays différents, avec des géologies, des habitats, des modes de pensée presque différents, comme s'ils n'étaient pas dans la même région. Ce que je retiens, c'est que quasiment tous les gens que j'ai rencontrés ont un attachement très fort, qui remonte souvent à plusieurs générations. S'ils se sont éloignés, ils sont revenus. Et s'ils y arrivent par des hasards, soit d'amour, soit de travail, ils s'y attachent. Et dans l'ensemble, il m'a semblé que les Séquenais ont envie d'être au courant des projets, ils ont envie d'entendre les vrais enjeux, ils ont envie de s'impliquer en conscience pour pas qu'on leur vende des solutions, mais qu'ils adhèrent aux propositions. Et pour terminer, une anecdote que nous avons tous si nous nous promenons dans la Seine-Aval, non pas la Seine-Amont, la Seine-Aval. À peu près tous les gens que j'ai rencontrés dans mes âges, un peu plus âgés ou plus jeunes me parlant de leurs parents, ont dit on a appris à nager dans la Seine. On nous mettait un bout à la cheville, on nous balançait du ponton et puis voilà quoi. Et quand on a été accueillis par une adjointe à la mairie d'Elbeuf, sur la plage de Saint-Aubin-les-Elbeuf, juste en face, elle nous a rappelé que dans des temps pas si anciens, il y avait des fêtes à Elbeuf, une fête annuelle, et l'enjeu, le concours, c'était de traverser le fleuve.
Donc oui, un jour, il y a eu des accès et les gens allaient des barques et allaient soit pêcher, soit nourrir les vaches en face, oui. Et ben, c'est une super transition parce qu'on approche doucement de la fin de cet échange. Alors, on s'était promis de pouvoir poser à nos intervenants des questions un peu flash auxquelles vous avez le droit de répondre ou de ne pas répondre, pour aller un peu plus loin, développer des propos que vous n'auriez pas eu le temps de présenter. Alors, la première question, c'est tout à fait en lien avec ce que tu viens d'évoquer, c'est finalement nos fleuves d'ici 2030, c'est-à-dire demain, baignables ou pas baignables? On commence avec Cédric peut-être. Moi je parie sur le baignable. Ça l'est été en fait, ça l'est été très longtemps. On est dans une parenthèse où ça ne l'est pas, où ça ne l'est plus du fait notamment de la qualité de l'eau, mais pas que ça. D'autres, voilà, on parlait de l'usage. Voilà. D'abord la baignade en Seine, c'est dangereux c'est dangereux physiquement parce que c'est pas aménagé pour. Il y a deux aspects quand on parle pour la baignade sur la Seine. Il y a un aspect qualité de l'eau où finalement on n'est pas si loin, d'atteindre cette qualité de l'eau pour de la baignade récréative, avec un contrôle qui est nécessaire, avec une surveillance, avec des moments où ça ne sera pas faisable. C'est comme en montagne, quand il y a un risque avalanche, on ne va pas faire de ski, ou à la mer, quand il y a des risques avec des forts courants, on n'y va pas. En Seine, c'est pareil, il y a des périodes après des gros orages où ça sera pas faisable. Mais il y a sûrement une fenêtre où ça peut l'être. Et quand on regarde dans d'autres grandes villes européennes où il y a de la baignade urbaine qui est revenue, finalement, le problème, c'est pas tant la qualité de l'eau que l'acceptabilité d'avoir de la baignade en ville. Parce que baignade en ville, ça veut dire des gens en maillot de bain sur les quais, ça veut dire qu'il faut un surveillant de baignade, ça veut dire qu'il faut aménager le lieu pour ça. Et finalement, c'est plus tous ces éléments d'aménagement ou de mise en place de la pratique qui étaient bloquantes ou qui faisaient débat ou qui a bloqué des projets, que la problématique qualité de l'eau en tant que telle, qu'on n'est pas si loin de résoudre, moyennant la surveillance qui va bien et sûrement des périodes où ça ne pourra pas l'être. Et aujourd'hui, en Seine, pour le secteur qui nous concerne, on va dire qu'il y a deux portions. Même dans l'aval, il y a l'amont et l'aval aussi. Il y a l'amont de l'aval, donc plutôt l'amont de Rouen au niveau de Ouassel, Elbeuf, Beauce, où là c'est des secteurs où je reste persuadé qu'à moyen terme, on aura des zones qui pourront être réaménagées avec de la baignade, comme ça a pu l'être, comme ça pouvait l'être il y a 50 ou 60 ans. En baignade urbaine, après, on serait sûrement plus soit des confluences avec des affluents. On peut imaginer ça à Rive-en-Seine, par exemple. On peut imaginer ça sur Rouen, pourquoi pas aussi. Mais pas forcément dans la Seine directement, vu l'aménagement et les usages avec la navigation qu'en est faite aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a des lieux où on y revient à Paris, et on y reviendra aussi plus en aval et à l'amont. Il y a des zones où ça l'est encore aujourd'hui. Donc pour Cédric, la réponse est plutôt oui. D'ici 2030, baignade, peut-être pas encore partout, mais en tout cas, on se dirige vers cela. Est-ce que quelqu'un souhaite peut-être compléter? Ça peut être dans la Touques, c'est pas obligé, c'est pas forcément dans la Seine. Je vais être plus général. Déjà, c'est baignable. Est-ce que la Seine est baignable dans 2 mois pour les JO? On verra. C'est ça la première question. Baignable ou pas baignable, je voulais juste relever quelque chose, parce que tu parlais d'autres villes, je ne sais pas, si on prend Munich par exemple, où on peut se baigner, il y a aussi une approche réglementaire. C'est qu'en France, baignade interdite est marquée partout, parce que qui est responsable d'un accident? On reparle encore de risque. Dans la loi allemande, chacun est responsable de se mettre en danger. En France, on va avoir des élus, des responsables qui vont protéger la population avec des panneaux et des barrières pour ne pas se baigner. Donc là, baignade ou pas, il va falloir, ça pose vraiment des questions, et tout ça encore sur une question de qui prend la responsabilité d'eux, et comme on a une force de politique responsable de la population, parce qu'on lui a enlevé la capacité à savoir si elle pouvait se baigner ou pas, ça pose vraiment des questions encore. Et là, pour changer ça, je ne sais pas encore comment il faudra. Après, les populations dissidentes, il y a des associations de baignade. Alors, j'ai que des références parisiennes, désolé, mais
qui militent et qui plongent régulièrement contre et qui se font sortir par la police. C'est des manières aussi, par les habitants, par les usagers, de prendre le pouvoir. Merci beaucoup. Alors on va passer d'ici 2040, nos estuaires, alors la Seine ou un autre, espace de reconquête pour la biodiversité ou de conquête pour l'industrie verte? Oh, il y en a bien un. Ça reste entre nous. Diversité. Ça dépend où. On voit bien pour la Seine que finalement, il y a aujourd'hui la direction que ça prend. On a quand même une Seine qui est très compartimentée, avec des zones d'un côté industrielles qui vont devoir s'adapter à pas mal de choses. Et quand on voit l'industrie, finalement, le tissu industriel bouge assez vite. Moi, je sais qu'on parle d'inondation, de changement climatique avec des industriels, ils me disent ouais, 2050, notre hangar, on l'aura fait 3 fois d'ici là. Et donc, du coup, se projeter sur du très long terme pour le tissu industriel, ça parle pas forcément. Donc, du coup, ça va évoluer avec forcément ces usages-là qui vont durer, enfin, qui vont bouger, qui vont changer, mais qui vont perdurer nécessairement. Et d'autres zones où on a cette reconquête écologique qui quand on marche sur certains endroits, qui prend forme aussi. Alors après, comment est-ce que l'alliance entre les deux se fera en 2040, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des trajectoires. Enfin, la trajectoire que ça prend, c'est qu'il y a des évolutions dans les deux zones, dans les différents usages, et on restera dans un mixte. Après, qui sera à part l'alliance qu'il y aura, mais on reste je pense, dans ce mixte-là. Bon, en tout cas, moi, je reste persuadée qu'on est dans une phase critique de choc des visions et qu'on a intérêt à serrer les coudes pour que la reconquête de la biodiversité, qui tout de même est inscrite dans la loi, puisse réellement s'appliquer. Dernière question, le temps. Alors Camille nous a rejoint avant qu'on puisse vous céder la parole, Camille, parce qu'on s'était promis de vous faire intervenir également. Là, cette fois-ci, on va directement en 2050, donc c'est une échéance, je vais mettre celle-ci. Voilà. En 2050, c'est une échéance encore plus lointaine. Donc là, le changement climatique sera pour le coup clairement installé. Seine et urbanisme, amis ou ennemis? Je vais pas dire ennemi quand même. Oui, amis. On y travaille, n'est-ce pas? Ça... Peut-être que ça implique pas mal de choses très complexes et transversales, de déconstruire pas mal les méthodes et les pratiques de l'urbanisme. C'est pas forcément évident tout de suite de savoir aussi quoi faire de ces espaces déjà dans le risque, bâtis, de ces populations qui vivent déjà dans des espaces inondables, submersibles, voire les deux. Comment du coup travailler sur la culture du risque, certainement réintroduire un peu un rythme un peu plus synchronisé entre les usages urbains, ou en tout cas les usages humains et les rythmes des fleuves. Donc l'urbanisme n'a pas d'autre choix que de s'adapter, je pense. Mais ça va demander de complètement transformer l'imaginaire de la culture de l'urbanisme, quoi. Et puis de ne pas aussi considérer les territoires uniquement dans leur périmètre administratif, parce que c'est aussi ça qui bloque la mise en cohérence géographique par des politiques, quoi. Enfin, un fleuve n'est pas soumis à des limites administratives, et souvent les limites administratives ne respectent pas forcément les bassins versants ou la nature des estuaires. Donc en fait, il y a aussi cette problématique-là de gouvernance politique qui va être au cœur. Donc travaillons nos imaginaires et dépassons les frontières administratives pour que l'urbanisme puisse, lui, s'adapter à un environnement nouveau et non pas l'inverse. Camille, donc vous allez
cette table ronde, puisque vous nous avez rejoints. Donc vous êtes chargé de projet au Conservatoire du Littoral, notamment pour le projet territorial Basse-Sanne 2050. Donc là, on est en pleinement 2050. Normalement, voilà. Et là, vous êtes à nos côtés pour pouvoir nous parler justement, pour le coup, d'un espace qui a été complètement réaménagé, revisité, repensé, où là, pour le coup, l'imaginaire a été travaillé. Hein. Des méninges ont lourdement tourné pour pouvoir s'adapter à l'entrée de la mer, puisque maintenant c'est la mer qui rentre dans la côte, et au recul du trait de côte. Vous pourriez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît, Camille? Merci pour l'invitation. Donc on est sur la Sanne, et j'articule volontairement bien, avec 2 A. Donc c'est un petit fleuve côtier qui fait une quarantaine de kilomètres de long. Donc il est relativement petit par rapport à la Seine, mais au niveau de l'embouchure, on cumule différentes thématiques et différentes problématiques, notamment en lien avec les risques naturels qui sont inhérents à cette zone, c'est-à-dire la submersion marine. C'est arrivé plusieurs fois. Dont une fois où ça a balayé la totalité du front de mer qui est fermé par le front de mer est fermé par une digue. Enfin, l'embouchure est fermée par une digue route, qui a été totalement balayée en 1977. Donc c'est assez marquant pour le territoire. Et les élus locaux, donc comme vous le disiez, en fait, en général, sur ces territoires-là, on a des gens qui sont là depuis très longtemps, voire des générations, qui sont ancrés dans leur territoire, qui aiment leur territoire et qui ont une connaissance de l'histoire de leur territoire très poussée. Et ce qui est très bien pour des gens qui, comme moi, qui arrivent sur un projet, par exemple, et qui n'ont pas forcément la connaissance du territoire, c'est une ressource considérable de pouvoir bénéficier de cette histoire et de comprendre un petit peu mieux l'aménagement et l'histoire de l'aménagement d'un territoire. Et puis on a aussi les risques liés au fleuve, de crue du fleuve et donc d'inondation de la vallée par le fleuve. On a aussi des phénomènes de ruissellement qui gonflent le fleuve de la Sanne et la font déborder dans la vallée. Alors on a la chance d'être dans une vallée qui est relativement peu aménagée, c'est-à-dire qu'on a majoritairement des prairies humides, donc pas même de grandes cultures, donc ce qui est assez positif puisque ça veut dire moins d'habitations menacées ou d'activités économiques. En revanche, en front de mer, on avait, je dis on avait, mais pour l'instant il est encore là, mais plus fonctionnel, un camping municipal pile au niveau de l'embouchure. Donc lui, il était aux premières loges dès qu'il y avait une crue du fleuve ou une submersion marine. Donc ce camping municipal, qui est le cœur économique de ce petit territoire, on est donc sur 3 communes. On a choisi de définir le projet territorial sur 3 communes, Quiberville-sur-Mer, Sainte-Marguerite-sur-Mer et en rétro-littoral, Longueuil. Donc à Quiberville-sur-Mer, il y a un camping municipal qui est vraiment le poumon économique local, et la commune souhaitait pouvoir conserver ce camping. En revanche, les limites administratives de la commune sont ce qu'elles sont, ce qui fait que relocaliser un camping dans l'emprise de leur commune n'a pas forcément été facile. On a eu la chance d'avoir des terrains qui étaient certains terrains qui appartenaient à la commune et d'autres acquisitions que la commune a dû faire pour pouvoir recréer un nouvel équipement touristique qui répond d'ailleurs, qui s'adapte aussi aux demandes actuelles des touristes, puisque l'ancien camping de la plage, il a été créé dans les années 50-60 et à l'époque, ça a commencé par j'appellerais ça un camping sauvage, mais il n'y avait pas eu des constructions très spécifiques, une offre de services très importante. Là, dans le nouvel équipement touristique, l'idée c'est aussi d'apporter de nouveaux services qui sont demandés maintenant par les touristes. Et plus seulement s'arrêter à des campeurs en tente et en caravane, mais plutôt proposer également, en plus de cette offre-là, proposer également des locations de logements. À Sainte-Marguerite, côté Sainte-Marguerite, on a d'autres constructions qui sont menacées, non seulement par la submersion marine, mais aussi par l'inondation, qui sont des bungalows, mais là qui appartiennent à des privés. Donc on est sur des éléments très différents.
Côté Quiberville, le camping appartient à la commune. Et la grosse différence que vous avez entre les deux, c'est que, et là je repars en 2018, à l'époque on n'avait pas de financement public qui pouvait permettre déjà non seulement de relocaliser le camping de Quiberville, mais aussi des équipements privés. C'était pas forcément, c'était pas finançable. Depuis, on a des nouveaux financements qui sont sortis pour des équipements publics comme le camping de Quiberville. On a aussi maintenant plus de facilité peut-être pour des campings privés. Ça, j'ai pas encore suffisamment étudié. Je me suis dit que je m'arrêtais au camping de Quiberville. Et puis tout à l'heure, on parlait de qualité des eaux. On a aussi un problème de qualité des eaux dans la vallée de la Sanne qui est essentiellement dû à des raccordements d'assainissement qui sont soit inexistants, soit des assainissements individuels qui sont assez défaillants. Et donc il y a un gros travail qui est mené par la communauté de communes Terroir de Caux pour retravailler sur l'ensemble de l'assainissement, sur la totalité de la vallée de la Sanne. Donc là, ils ont créé une nouvelle station d'épuration à Longueuil pour récupérer 5 sites épuratoires défaillants. Et là, ils retravaillent sur un nouveau projet, beaucoup plus en amont, quasiment au début de la Sanne, pour justement continuer à améliorer la qualité des eaux. C'est la plus grosse source de pollution provient de l'assainissement et donc des rejets d'origine humaine. On n'est même pas sur des pollutions agricoles, même s'il y en a, mais c'était majoritairement les habitations. Je réfléchis. Alors oui, on a une thématique sur laquelle on ne travaille pas dans le cadre du projet territorial, c'est le recul des falaises. En l'occurrence, donc on est sur des falaises de craie. Donc à Quiberville, vous avez d'ici 2050 une trentaine de maisons qui vont probablement partir avec la falaise. D'ici 2100, on est plutôt sur une centaine d'habitations. Quiberville a toujours cette limite administrative de la commune qui fait qu'elle ne pourra pas forcément proposer d'autres endroits pour se reloger. Et c'est là où je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, les limites administratives. Peut-être qu'il faudrait réfléchir à de la relocalisation, pas seulement sur une commune, mais peut-être réfléchir sur un territoire. La dernière étape, alors ça, là je vous ai parlé des opérations qui ont été réalisées. Relocalisation du camping, création de la station d'épuration, c'est des éléments qui ont été faits, qui ont été réalisés là entre 2020 et 2023. Et maintenant on passe dans la dernière phase qui est la reconnexion du fleuve à la mer. Donc on retravaille sur alors essentiellement la partie aval, les zones en bleu, donc majoritairement sur cette partie-là. On retravaille aussi sur d'autres terrains. Alors les terrains en bleu sont des terrains du Conservatoire du Littoral, donc terrains publics, donc avec des facilités pour pouvoir retravailler sur la continuité écologique et la reconnexion limageur-limineur. Le fleuve de la Sanne, actuellement, il passe, je pars d'ici, actuellement, voilà, vient ce qu'on appelle un épibuse, qui est un gros tuyau bien bétonné. La Sanne ne passait pas ici avant. Elle a été décalée pour pouvoir gagner des terrains agricoles plus faciles d'accès et tenants. Il y a aussi l'aménagement de la vallée, c'est aussi issu des constructions militaires pour essayer d'éviter que nos amis anglais ne viennent nous dire bonjour. Et enfin, la dernière étape de l'aménagement, ça a été cette digue et cette buse. Le fait d'endiguer le front de mer et de réduire, essayer de drainer les terres et de canaliser le fleuve de la Sanne, ça avait différents intérêts. Gagner des terres agricoles, ce que je vous ai dit, mais aussi lutter contre les éventuelles épidémies liées au fait d'avoir des eaux stagnantes. Il y a eu pendant très longtemps, et ça date d'il y a très longtemps, une grosse peur des eaux stagnantes et donc un gros travail dans les zones humides pour essayer d'assainir ces terrains. Avec les inconvénients que ça pose, puisque quand on canalise comme ça un fleuve et qu'en plus au bout on met un obstacle en termes de débit sortant, on se retrouve avec des inondations parfois colossales. En 1999,
Dans le camping municipal, vous aviez 1,80 m d'eau dans le camping. Les caravanes flottaient. C'est assez impressionnant. Parce qu'en fait, dans la vallée, entre les ruissellements qui proviennent des coteaux et puis tout le fonctionnement du fleuve classique et les pluies, on avait un volume entrant dans la vallée qui était 10 fois supérieur au volume sortant dans la mer. En plus, on avait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le phénomène des marées. Donc, c'est-à-dire quand vous avez une marée haute, le fleuve ne s'écoule pas dans la mer. Donc, vous maintenez en fait votre eau dans la vallée et c'est une baignoire qui se remplit. Donc là, l'idée, c'est de modifier cette embouchure, de ne plus utiliser cette buse et d'ouvrir un pont sous la digue. Donc la digue n'aurait comme fonction que de servir de lien routier entre Quiberville et Sainte-Marguerite. Elle n'aurait plus de fonction d'endiguement. Ça reste une ouverture relativement limitée. On n'est pas sur une ouverture comme sur d'autres terrains du conservatoire en Bretagne. Il y a eu des ouvertures qui ont été beaucoup plus larges et plus naturelles. Là, on est sur un ouvrage qui est quand même contrôlé, qui est mesuré. C'est un ouvrage d'architecture qui est issu de modélisation pour savoir la taille, le débit, la pente, etc. Enfin, c'est très calculé. Ça paraît pas très naturel. On appelle quand même ça une solution fondée sur la nature. Mais il y a une telle diversité dans les solutions fondées sur la nature que vous pouvez trouver encore plus bétonné, mais avec le même label. Il y a aussi, donc là c'est la partie la plus aval, donc l'idée c'est vraiment de retravailler non seulement sur le fait que le fleuve et la mer communiquent, mais aussi sur le fait que la basse vallée et le fleuve communiquent, c'est-à-dire que l'eau, lorsqu'on n'empêchera pas des inondations, on n'empêchera pas un gros orage, et malheureusement on n'a pas encore suffisamment d'impact pour réduire les ruissellements qui proviennent des plateaux agricoles. Donc on n'empêchera pas une inondation, on facilitera l'écoulement. En revanche, ce qu'il est pertinent aussi de faire, c'est de permettre sur des zones agricoles en prairie, de permettre des zones d'expansion pour essayer de réduire l'impact et la concentration de toutes ces eaux au niveau de l'embouchure, là où finalement on a une route, un camping, des bungalows, des accès qui sont notamment importants en cas de problème d'urgence médicale par exemple. Et puis donc plus en amont, alors nous le projet s'arrête à Longueuil, on a donc ici la peupleraie, enfin une ancienne peupleraie qui a été plantée donc en zone humide. Une ancienne peupleraie qui arrive à maturité, les arbres commencent à tomber, des espèces invasives en plus dedans. Il y a un gros travail et une étude qui est en cours pour essayer de voir comment modifier ce terrain sans pour autant repartir sur on fait passer des bulldozers et on retravaille une pente, un truc. On ne va pas totalement effacer l'aménagement, parce qu'il y a eu des mares qui ont été creusées. Il y a plein d'éléments qui ont été modifiés dans cette parcelle et l'idée c'est pas d'effacer le passage de l'homme puisque ça a parfois plus d'impact négatif d'essayer de faire le mieux plutôt qu'essayer de faire bien sans pour autant effacer la totalité. Donc c'est vraiment ne pas forcément retirer la totalité des traces humaines et ouvrir au public pour que les gens puissent récupérer un lien avec ces zones humides, mieux comprendre leur territoire, puisqu'ils sont dans cette vallée, ils vivent dans cette vallée, et en fait beaucoup de gens ne viennent sur le territoire que pour le front de mer, que pour la plage en elle-même, et ne regardent jamais la vallée. Et l'idée c'est peut-être aussi de permettre aux gens de se retourner, de regarder le reste de la vallée, et pour les gens qui y habitent, de pouvoir en profiter et d'apprendre toujours plus sur l'endroit où ils vivent. Merci beaucoup pour ce très beau projet qui pour le coup est déjà une réalisation très avancée. Donc si vous allez vous balader du côté de Quiberville, pensez bien à vous arrêter et à regarder comment peut-être déjà le paysage est transformé et à quel point les usages aussi s'adaptent aux questions climatiques. Donc moi je retiendrai de nos échanges libérons l'imaginaire, déjà je crois, il faut qu'on casse les briques qui nous enferment, libérons-nous des contraintes administratives, libérons l'eau aussi, laissons l'eau passer là où elle doit passer, qu'elle soit salée ou non salée. Voilà, donc un grand merci à chacun d'entre vous. Je vais
me permettre de vous proposer que la phase de questions-réponses et d'échanges, de débat libre se fasse autour d'un verre, puisque certains d'entre vous ont des trains à prendre et je m'en voudrais que vous les ratiez. Voilà, même si on peut vous héberger, mais ça sera compliqué. Voilà, donc merci et applaudissez-les bien fort.